On est le 16 juin, on est déjà genre à 10-12K. Des moments où j'ai commencé à bosser pour l'argent, mon business est tombé et c'est là que j'ai douté, où je me suis dit que je fais fausse route, en fait ça va pas. Je suis revenu sur mon positionnement et on est reparti comme en 40 là. Je sais que mon business il stagnait parce que pour moi 400 euros par mois c'était une grosse somme et du coup, genre je me disais si j'arrive à gagner ça avec mon business c'est incroyable. Alors que quand tu arrives à générer un salaire, genre 1000, 2000, 2000, 1500, selon les salaires, je réalise qu'en fait c'est comme si tu as une tolérance qui est haute à l'argent. Et du coup, bah, en fait, tu as envie d'en gagner plus avec ton business et tu mets moins sur un piédestal l'argent, quoi. Moi, je suis passé vraiment d'un CDD jusqu'à où j'ai pris ma liberté. Je suis parti avec 6000 balles, je suis allé en Thaïlande. Je suis revenu avec 1 euro sur mon compte 3 mois après. Et après, genre quelques mois après, genre, mon business a pu décoller. Est-ce que t'avais une caméra, t'as l'école iPhone? J'avais mon iPhone, un petit trépied, et puis c'est parti. Ok. Et on a accès à tout directement. T'as les coachings, t'as questions, bah, tu demandes. Oui, il y a l'espace formation, oui, il y a tout sur Internet. Tu peux prendre en masse sur Internet, tu peux devenir millionnaire sur Internet. Mais ça te prendra peut-être, je sais pas, 10, 20 ans, 15 ans. Comment tu t'es senti quand t'as généré tes premiers euros en ligne? Genre ta première vente, ton premier paiement Stripe? Tu m'avais demandé en plus, et moi ça m'a rien fait. Putain, mais le mec, genre, tu sais, t'as aucune émotion, toi. C'est limite à la chaîne le suivant, tu vois. Non. Excellent. Donc, pour donner un peu un ordre d'idée pour toi et pour ces messieurs qui nous regardent, l'idée, c'est vraiment qu'on ait une discussion tous les deux et qu'on refasse un peu tout ton parcours, comment t'as avancé, toutes les choses. Vraiment, on parle comme normal. Et puis, en fait, il y a 3 grandes structures. C'est où t'étais avant qu'on bosse ensemble, où t'es maintenant qu'on a bossé ensemble, et si tu veux, comment est-ce que t'as avancé, genre tout le parcours que t'as fait. Donc, je pense que la première chose qui pourrait être sympa, c'est est-ce que tu pourrais te présenter dans les grandes lignes, expliquer qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais, comment t'es arrivé là. Et après ça, on va y aller en mode full impro. De toute façon, les questions sont préparées, mais on va y aller en mode freestyle, quoi. Donc, bienvenue, monsieur Ethan. Eh ben, un plaisir. Un plaisir, monsieur Thibaut. Et ben, pour me présenter, du coup, moi, c'est Ethan Coutel. Et j'aide les personnes à prendre en masse. Ok. En général, c'est plus 5 kilos sur 2 voire 3 mois. Donc voilà, d'où je viens. J'ai fait des études classiques, comme tout le monde, en alternance. Donc j'ai fait mon BTS en alternance. Moi, c'était le domaine de l'informatique, donc rien à voir. Et du coup, ce qui m'a permis de mettre de côté et puis savoir ce qu'est le monde du travail. Et puis, vite à se demander est-ce que je vais faire ça toute ma vie? Est-ce que je vais avancer sur ça tout le temps pendant des années jusqu'à, je sais pas, 60 ans? Et quand je pose ces questions-là, en général, tu as envie de changer. Donc, on a commencé à se documenter. J'ai commencé avec le SMMA. Mm-hmm. Et puis après, je me suis vite tourné vers toi et puis avancé là-dessus. Excellent. Moi, je me pose une question. Concrètement, est-ce que tu avais déjà essayé de faire du business avant d'avoir un salaire ou pas du tout? Totalement. À partir de... avant, j'étais mineur. Ouais. Et du coup, c'était plus le trading à ce moment-là. Ok. Et du coup, je me documentais à fond là-dessus. J'allais dans les fameux... c'est les challenges 3 jours, etc. Ouais. Donc je me documentais un maximum, mais vu que t'es mineur, c'est assez compliqué le trading. Je faisais les tests, l'A/B testing et tout, mais j'avais jamais été plus loin. En général, je prenais les ressources gratuites. C'est des fois, tu faisais des petits challenges et puis t'avais un peu de crypto gratuite, genre 2-3 euros. Et puis je faisais ça, mais j'ai jamais investi gros, parce qu'en général, il faut un plus gros capital ou autre. Faut faire fructifier. Ouais, c'est ça. Ok. Ce que j'ai remarqué un truc, c'est que quand je me suis lancé, par exemple, j'étais encore au lycée. J'avais 17 ans, j'étais encore un petit con. Et j'avais jamais vraiment eu de salaire dans ma vie. Genre, mon salaire, c'était j'aidais des petits à faire des cours après l'école. Et je gagnais peut-être 400 francs par mois, 400 euros par mois. Et je sais que mon business, il stagnait parce que pour moi, 400 euros par mois, c'était une grosse somme. Et du coup, genre, je me disais, si j'arrive à gagner ça avec mon business, c'est incroyable. Alors que quand tu arrives à générer un salaire, genre 1000, 2000, 2000, 1500, selon les salaires, je réalise qu'en fait, c'est comme si tu as une tolérance qui est haute à l'argent. Et du coup, bah, en fait, tu as envie d'en gagner plus avec ton business et tu mets moins sur un piédestal l'argent, quoi. Et donc, du coup, si je résume, tu as fait ton BTS. Donc, tu avais grosso modo entre 17 et 18 ans. J'ai commencé à 17. Ok. Et du coup, première expérience trading. Donc là, tu as un peu essayé. Voilà, mais finalement, ça t'a pas convaincu. Tu es parti en SMMA. Est-ce que tu avais pris une formation à ce moment-là ou pas? Ouais, j'avais investi dans une formation. C'était à combien? 1K. Ok. Donc, tu as lâché 1K. Ouais, j'ai lâché 1K. En fait, on avait fait un appel ensemble, je sais pas si tu te souviens. C'était pas en octobre, genre 2022, C'était... 2023? Ouais, octobre, novembre 2023, je sais plus exactement. Et où tu m'avais dit, t'as une semaine pour trouver quelque chose et tu te lances. Et puis
puis je sais pas, ça m'a mis la pression et puis je sais pas, j'ai trouvé un truc et puis j'ai investi dedans et puis pendant quelques mois du coup je me suis mis à fond dessus et je me suis arrêté au moment où il fallait prospecter. Enfin vraiment j'avais charbonné la formation que j'avais prise. C'est pas un accompagnement, donc c'est différent. C'est là tu as toutes les vidéos, tu crées ta micro-entreprise, etc. Ouais. C'est à ce moment-là que j'avais fait. J'avais pris l'acre et tout. Et puis ouais, ça m'avait pas emballé plus que ça. C'est au moment où tu contactais les entreprises, etc. Tu trouves ta niche, etc. Et puis c'est pas le truc qui m'a le plus plu au final. Genre le B2B, ça t'a un peu. Ouais. C'est un peu intimidant aussi au début, non? Ouais, c'est ça. À faire du call calling ou cold emailing, tout ça. Tu dois en envoyer, je sais pas, 500 pour avoir 2 réponses ou quelque chose comme ça. Donc ça m'a un peu bloqué. Et puis à ce moment-là, je crois qu'il se passait des choses dans ma vie qui font que j'étais un peu perturbé. Puis après, je me suis lancé sur la création de contenu. Tout ça. Ouais. Et je me rappelle, après, on s'était refait un appel ça fait plus ou moins 1 an qu'on bosse ensemble. On s'était fait un appel en mars, il me semble. Et à ce moment-là, tu te dis, ouais, je vais aller tout seul. Je sais pas si tu te rappelles. En mode, on fait le call de vente vraiment classique. Et il me semble que l'appel se passe bien. Et à la fin, tu me dis, ouais, en fait, il faut juste que je crée mon offre. Et après, c'est bon. Et c'est vraiment ce truc que vraiment, je peux le faire par moi-même. Et du coup, il s'est passé quoi pendant ces 30 jours? Parce qu'en fait, vraiment, moi, je me pose la question, qu'est-ce que tu as fait pendant ces 30 jours? Qu'est-ce qui s'est... Ces 30 jours. Alors, je crois qu'il y avait plus de 30 jours en plus. Peut-être un peu plus, ouais. Ouais. C'était en mars. Possible. Et puis après, t'es revenu en avril ou en mai. Je sais qu'il y avait eu le séminaire à Bordeaux. J'étais venu. Ok. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, il faut que je commence à créer du contenu. La preuve que si on va dans mes premiers, c'est des plans de Bordeaux. Ok. Justement. Et ça date vraiment. Donc c'est vraiment en mars, ok. Ouais, donc à ce moment-là, et là je me suis lancé du coup sur Instagram, voir ce que ça donnait, faire les réels, s'inspirer un peu de partout, mais j'avais pas de niche précise, c'était plus de la motivation au final. Et puis ouais, ok. c'est là-dessus. Après, tu as voulu qu'on fasse un appel. Je savais que ça allait être un appel de closing, mais je partais pas sur le fait que j'allais investir tout de suite. Parce que je me suis dit, il faut le temps, il faut les faire cumuler, voir ce que ça donne. Et puis, en faisant ça, voilà. Et puis après, il y a eu l'autre appel où je sais plus, tu m'avais contacté sur Instagram. Ouais, il me semble que je t'avais reprospecté avec prospection gaussienne, il me semble. Comment ça avance, ouais. Ouais, un petit comment ça avance, et puis on a refait un call. Et là, du coup, c'était... Alors, t'avais déjà pris ta décision à l'avance ou t'étais... Ouais, je crois que je te l'avais dit par message. Quand tu m'avais demandé comment ça avance, je regardais tes vidéos à ce moment-là. Et puis, je me suis dit, de toute façon, ça avance pas assez. Il faut que j'investisse dans un accompagnement ou autre. Et le seul que je connaissais qui avait l'air d'être qualitatif, c'était toi. Et puis, avec le séminaire de Bordeaux, il n'y avait pas d'autres personnes auxquelles j'allais avancer. Donc, Est-ce que tes contacts physiques, ça t'a convaincu, quoi? Ouais, puis même, il y avait l'autoroute avant, donc j'étais assez fidélisé, tu vois. Ouais, complètement. Purée. Pour donner un peu de contexte à toi, l'autoroute, c'était un petit groupe school que j'avais fait en mode par abonnement. Ça coûtait genre 30 € par mois, un truc comme ça, 20-30 € par mois. Le premier mois, c'était génial. Deuxième mois, c'était un peu... En fait, si tu veux, le problème avec ces groupes, c'est que ça s'essouffle extrêmement vite. Donc, premier mois, c'est trop marrant. Vraiment, il y a une dalle de malade. Il y avait 50 mecs dans les calls Zoom. Et après ça, troisième, quatrième mois, genre, ça, le churn qui est immense. Et du coup... j'ai arrêté le groupe, mais c'était un bon moment. On a bien rigolé. Et du coup, t'es passé, tu t'es lancé, t'as commencé par des réelles motivations, un peu comme tout le monde fait. Et comment t'as fait pour te nicher dans ta niche actuelle? La niche dans laquelle t'es actuellement, c'est quoi exactement? C'est la niche prise de masse, du coup, plus fitness, musculation. Ok. Et c'est au premier call qu'on avait fait, avant que je me lance en SMMA, on avait parlé aussi de musculation ou quoi. Et à ce moment-là, je faisais 62 kilos pour 1m85, ce qui fait squelettique quand même. Et tu m'avais dit, je sais pas, va te prendre en photo ou quoi ce soir, tu prends ton physique, tout ça, et puis tu mets-toi à la salle, quoi. Ce que j'avais fait. Ce que j'avais fait, et depuis, maintenant, ça avance bien. Donc t'as littéralement construit ton autorité en l'espace de 1 an, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, je vois qu'il y a plein de gens qui galèrent à se dire, je dois me lancer, en fait, j'ai pas l'autorité. Tu t'es dit quoi est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit, t'es qui pour faire ça? Ou bien, est-ce que toi-même t'as eu la pensée de te dire... Évidemment. Quand tu commences à 62 kilos, alors je me suis pas lancé à ce moment-là, vu qu'on était en 6 mois, ouais. Il y a eu quelques mois, environ 4 mois, j'ai dû passer de 62 à 68, 70 environ. Donc, ce qui est très peu, mais même 70 kilos pour 1m85, c'est quand même très peu. Enfin, le physique, il est pas présent. Et du coup, forcément, quand tu te lances et que tu commences à faire... Avant, sachant que je faisais le box taille aussi, et je mêlais les deux pour éviter tout ça.
puis après, du coup, au fur et à mesure que tu avances dans ton parcours de musculation, tu prends et puis tu commences à être plus documenté. Ok. Donc en fait, c'est juste plus tu avances, plus tu comprends ton corps, plus tu... Il y a un peu ce côté dogmatique, bien scientifique, et côté un peu broscience que tu cumules, et ça fait un peu ta méthode à toi, quoi. C'est ça, Ok. Et là maintenant, t'es passé de 62 du coup à combien 80. Aïe, 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 la machine de guerre. Et ok. Et tu dirais quoi comme conseil à un mec qui veut se lancer, mais tu sais, qui doute parce qu'il y a ce côté regard des autres, ce côté je suis pas coach certifié, je suis pas. Ça, c'est vraiment des croyances que les gens ont. Tu dirais quoi à des mecs comme ça, toi? Un mec qui ose pas se lancer, qui se dit genre, il pourrait aider des gens, il pourrait motiver du monde, mais il le fait pas parce qu'il se dit que c'est une fraude et en fait qu'il pourrait pas. C'est une bonne question. Bon, en vrai que dans tous les cas, il faut tenter, il faut savoir ce qu'on veut réellement. Est-ce que, par exemple, si tu es salarié, est-ce que tu te vois vraiment passer ta vie dans le job que tu as ou faire plusieurs jobs? Est-ce que tu veux recevoir des ordres de quelqu'un ou autre? Et puis après, juste si tu veux te lancer dans un business en ligne, fonce, teste, et puis fais l'effet cumulé, juste ne quitte jamais, en gros. C'est vraiment la chose qu'il faut pas. Tu vois, en un an, j'ai pas énormément pété sur les réseaux, et puis après, au fur et à mesure que tu le fais, tu t'améliores. Donc juste, faut se lancer, puis continuer même avec le regard des autres ou quoi. Dans tous les cas, tu l'éviteras jamais. Ouais. Faut juste entourer des bonnes personnes, et puis voilà. Complètement. Et toi, qu'est-ce qui t'a, comment dire, qu'est-ce qui t'a attiré dans le fait de devenir entrepreneur? Ne pas recevoir d'ordre de quelqu'un. Ou ne pas être dirigé et faire telle heure. Parce que tu l'as mal. Comment tu le vivais quand tu étais dans le salariat classique? Je le vivais bien en soi, mais je me voyais pas faire toute ma vie dedans. Pas faire. Tu te lèves à 7h, à 8h, tu t'es au boulot. Si t'as 3 minutes de retard, ils te prennent 15 minutes. Et puis ainsi de suite. Enfin, je me voyais pas faire ça toute ma vie. Et puis vu que j'étais dans l'informatique ou dans la maintenance en support, c'est va réparer l'imprimante, va faire ci, faire ça. Puis tu te balades dans toute l'entreprise pour réparer un tel. Puis des fois, il y en a qui s'énervent. Ouais, t'es pas larbin, mais genre, tu sens que ton impact, il est pas aussi important qu'il pourrait l'être, quoi. C'est ça. Totalement. Et comment t'as fait pour garder la foi entrepreneuriale quand t'es dans ce trou, en fait, quand même si on veut pas l'admettre, notre environnement, il a un impact sur nous. Quand t'es entouré de mecs qui ont la dalle, t'es affamé. La preuve, là, ce matin, l'entraînement, il m'a cassé les couilles, mais c'était un bon entraînement. Mais quand t'es entouré de personnes qui sont négatives, qui disent qu'ils auraient préféré rester dans leur lit ce matin, genre, comment tu fais pour garder la foi et garder la vision que t'as alors que t'as rien lancé? Est-ce que c'est juste une question de choix où tu te dis, en fait, c'est quoi les autres possibilités? En mode, c'est quoi pour toi? Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui veulent se lancer, mais tu sais, qui veulent lancer un business en mode plan B. Genre, peut-être que je vais devenir riche. Tu vois, c'est... Ils se disent, ok, je pourrais continuer le salariat, mais je peux aussi avoir un business en ligne et avoir un complément de revenus. Tu penses quoi de cette méthode-là? Est-ce que tu as essayé? Est-ce que ça a marché pour toi? Alors moi, du coup, quand je me suis lancé, j'étais dans le salariat. Ouais. Parce que j'avais mon contrat qui se finissait jusqu'à août dernier. Fin août dernier. Donc, je le faisais en parallèle. Et en complément, c'est bien. Tu peux pas être à 100%. Même après, j'ai fait de l'intérim, du coup, jusqu'à décembre. Et faut juste focus dessus. Et puis, dès que tu commences à avoir tes premiers résultats, là, tu commences à plus y croire, en fait. Mais c'est juste avoir la vision de dans quoi tu veux te lancer, dans quoi tu te vois dans 10 ans, dans 5-10 ans, réellement. Est-ce que tu dois toujours faire un job plus un truc à côté qui te rapporte un peu, ou est-ce que tu dois à plein temps sur ton business? Moi, je me voyais à plein temps sur mon business, donc il fallait que ça commence bien et que avec l'effet cumulé, ça avance. Tu vois. Ok, excellent. Et est-ce que des fois tu te dis que tu as le temps, ou est-ce que tu as toujours une certaine pression que tu te mettais sur les épaules? C'est-à-dire? Tu as des mecs qui vont se dire, en vrai, j'aimerais lancer un business, mais je suis jeune, j'ai le temps. Je pourrais y penser plus tard. C'est quoi ton approche par rapport à ça? Qu'est-ce qui a fait que, si jeune, tu veux te lancer? Je sais que moi, c'était parce que, un exemple, c'est parce que j'avais des motivations en plus que de juste être dans le salariat. Je voulais pas être le fils de. Genre, je voulais pas juste quelqu'un qui reçoit, mais quelqu'un qui crée aussi. Je voulais juste avoir plus de liberté, voyager, profiter. Quand t'es jeune, c'est vraiment ça qui est marrant. Tu peux faire ce que tu veux. Découvrir en Thaïlande. Genre, toi, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer, genre, aussitôt, à te dire, en fait, faut que... Motivé, déjà, le fait du salariat, mais en plus, être plus libre, en fait. De pouvoir bouger où tu veux, de pouvoir faire un call, je sais pas, dans un café, tu vois. Ou, juste être plus libre en général.
Ok. Putain, excellent. Et on va reprendre les questions. Quand tu t'es lancé, est-ce que tu avais déjà comment créer du contenu? Comment tu as fait pour progresser rapidement au niveau du contenu? Genre, est-ce que tu avais une caméra, ou t'allais que à l'iPhone? J'avais mon iPhone, un petit trépied, et puis c'est parti. Ok. Et au niveau formation ou quoi, il y avait ton e-book à ce moment-là. Ouais. Je crois que c'était. Sprint. Ouais, il s'appelait Sprint à ce Ouais, moment-là aussi. c'était encore Sprint. Faut que je le fasse une V2 maintenant parce que les trucs ont évolué. Ouais. Mais Il y avait ça, puis après, quand tu vois tous les créateurs de contenu, ça dépend de ton feed sur Instagram en fait. Si tu as du contenu nul, tu vas faire du contenu nul. ah ouais, ça, parlons-en, mec. C'est- Parlons-en. Aïe, 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 aïe. Parce que le brain rot, c'est marrant. Mm. C'est marrant, t'as Bombardiero Crocodilo, c'est drôle. Mais la réalité, c'est que plus tu consommes ça, plus tu fais des réels de merde, quoi. Est-ce que t'as des créateurs que tu vas voir quand tu as besoin d'inspiration? Des mecs où t'as une routine en général où tu vois juste des gens dans tes réels? Juste les gens dans les réels. Et ouais, sinon, c'est les réels un peu classe, type lifestyle. Mhm. Pour Créateur Caro. ouais, niche. Ok. Excellent. Excellent. Et c'est quoi ton rapport au regard des gens au début quand tu t'es lancé? Est-ce que tu étais très affecté par ce que les gens pensaient de toi ou est-ce que tu t'en battais les couilles? Enfin, en fait, forcément, en général, tu as toujours le regard des autres en mode qu'est-ce qu'ils vont dire ou autre. Et puis, au final, j'ai jamais eu de remarques ou autre. Ça parle certainement. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui regardent la vidéo et puis ils se diront qu'est-ce qu'il fait, tu vois. C'est qui ce mec? Ouais, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'il fout là, tu vois. Il s'est perdu. Ouais, c'est ça. Et puis, au final, ouais, tu t'avances et puis, de toute façon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils juste ils regardent en fait? Est-ce qu'ils vont faire pareil ou juste est-ce qu'ils vont vraiment se bouger, tu vois? Ouais. Ou, Est-ce que tu as une anecdote d'un moment où c'est foutu de ta gueule? Un moment où dont t'as mis. Je sais pas, on s'est moqué de toi ou on t'a fait une remarque? pas foutu de ma gueule, mais en mode, ouais, des fois, t'as des petits pics en mode entrepreneur ou un truc comme ça. Il nous fait C'est l'entrepreneur, hein. ça. Il va être riche, hein. Ouais, c'est ça. Pas vraiment de grosses vannes ou autre. Jamais directement, quoi. Non, c'est ça. C'est Peut-être en arrière-plan, honnêtement, je pense. Mais Mais que ouais. deviennent ces gens, en fait? Ça, c'est un truc. Ouais, des moments où tu te dis la critique ne vient jamais d'au-dessus, C'est ça. en fait, tu pises dans le crâne de tout le monde. Et en fait, je pense que c'est vraiment le plus important quand tu lances un business. Et c'est pour ça que j'aime autant me faire accompagner par des gens, c'est parce que tu réaffirmes constamment une nouvelle identité qui pisse dans le crâne de tout le monde. En mode, les gars, je vous fume. Genre, c'est ma vie. Genre, c'est moi qui contrôle les choses et c'est pas parce que ma mère n'est pas contente ou que mon père n'est pas d'accord ou que mon frère se fout de ma gueule que je vais, que je vais m'arrêter. D'ailleurs, c'est qui les premiers qui t'ont soutenu? Est-ce que c'est des inconnus en ligne ou est-ce que c'est ta famille? Ma famille, au début, était pas au courant. Ok. Je commençais à créer ou quoi. Je faisais ça à côté, en allant au taf ou pendant les cours ou quoi. Tu fais ton petit montage ou quoi. Et puis, non, je pense. C'est une bonne question. Je n'ai jamais fait gaffe, réellement. J'ai jamais fait de comparaison. Ok. Peut-être inconnu en ligne. Ouais. Après, inconnu en ligne, t'as le bon et le mauvais aussi. Donc. C'est clair. Mais j'avoue que j'ai jamais eu de vrais haters en ligne, à part un ou deux mecs, des fois, qui se perdent sur mes vidéos YouTube. Mais t'as jamais de mecs qui viennent ouvertement te dire qu'est-ce que tu fous, à part quand tu tombes vraiment, quand tu perds vraiment avec un réel. Toi, genre, en février, t'es vraiment passé de genre 3000 abonnés à 11K extrêmement rapidement. Ouais. Et comment t'as vécu cette phase? Déjà, t'as commencé à créer du contenu vraiment en mars-avril 2024. J'étais à 300 abonnés. 300. Ok. Donc 300 abonnés, tu rentres dans l'autobahn, tu crées du contenu pendant plus de 8 mois. Ouais. Et là, t'es genre à 3000, c'est ça? J'étais à 2000. Ouais, ça devait être ça. Ouais, 2000, 3000. Il y a un réel qui avait pété. C'était avec un protégeant, tu sais, je sais plus si tu t'en souviens. Ouais, je me rappelle. Ouais, Ok. là, c'était lui. Donc ça m'a fait monter à 3000 et après, grosse stagnation. Et puis après, il y a les fameux réels tableaux. Ouais. Putain, les réels tableaux, ça, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Comment t'as trouvé ce putain de format? Parce que vraiment, c'est le format Coutel. Oui, d'accord, maintenant, c'est tout le ban le reprend, mais c'est toi qui l'as eu à la base, qui a initié l'action. Et c'est vrai que vraiment que je kiffe avec l'automate, c'est que t'en as un qui a une bonne idée, tout le monde peut la mettre en place instantanément et profiter un peu de cet effet insider, un peu comme les traders quand on sera milliardaire. Mais... C'est ça. Comment t'es tombé sur ce format? Comment t'as eu l'idée de faire ça? Et déjà sur YouTube, tu vois, t'en as pas mal qui font les formats tableau. J'ai appris, il y a Charlie Morgan.
etc. Ensuite, j'ai tombé sur un gars, un réel, qui avait fait une photo avec une ardoise ou un tableau et juste il montrait. Et j'ai fait, c'est si je testais sur quelques jours. Premier réel, deuxième réel, et puis ainsi de suite. Puis quand ça commence à bien augmenter comparé à mes stats d'avant. Et puis là, juste tu focuses que là-dessus. Tu fais un réel par jour. Et puis sachant que c'est vraiment rapide, un réel tableau. Puis quand tu vois maintenant, tout le monde qui l'a appris. Ouais, tout le monde le reprend. C'est énorme. Et ça, en vrai, ça marche. Ça Mm. marche bien, en fait. Mais comment tu fais pour vraiment trouver le pain point à exploiter? Genre, Marie, par exemple, elle est montée à 13K abonnés, elle le fait très bien. Comment est-ce que tu fais pour trouver le vrai pain point que tu vas exploiter Est-ce que tu as un schéma de pensée en te disant, OK, il y a le problème, la conséquence, et je vais trouver quelque chose entre les deux? Comment tu fais pour trouver tes idées de contenu? Les idées que tu mets sur le tableau directement. Ça, il y avait les réels avec les muscles. Vu que Mhm. je suis dans la niche de la musculation, je fais chaque muscle. Maintenant, j'essaie de le refaire, mais ça marche moins, forcément, parce que les gens sont plus habitués. Mais pour trouver le pain point, juste mon expérience passée, avec qu'il soit un peu clivant ou drôle, que ça soit lisible et pas juste catégorique comme à l'école. Mhm. Et puis, le pain point, aider la personne. Tu donnes le max de valeur qui pourra implémenter sous 1 heure, 24 heures. Ok. Ça fait que ça aide. Donc vraiment, le mec, il voit le réel, il se dit, je peux appliquer, et Mm. let's go. Du coup, il s'abonne, et puis il continue à rester fidèle. Ok. Et une fois que tu as ce mec qui est, comment dire, qui s'abonne à toi, est-ce que tu as un process pour le fidéliser? Tu fais aussi des vidéos YouTube, tu fais... Ouais. Comment est-ce que tu le fais rentrer sur ton funnel? Alors, soit prospection, soit vidéo YouTube classique, où tu donnes de la valeur. Par exemple, tu fais un reel sur les muscles, et tu le reprends pour faire ta vidéo YouTube, sachant que tu as déjà le tableau en général. Ouais. Juste tu le reprends, t'expliques. Ça, c'était smart. Ouais, ça c'est pas mal. Parce Donc, que les dessins, ils sont beaux. Et je pense que c'est ça qui a fait la vraie différence. C'est l'effort que tu mets sur la création en amont de tes réels et de ton contenu. Ça rejoint un peu ce qu'on se disait hier quand on marchait. On se balade et tu vois, chaque bâtiment, chaque statue, chaque pierre, mais elle est parfaite. L'architecture est nickel. Alors, on parle pas des poubelles qui sont par terre, mais l'architecture, genre les bâtiments sont magnifiques. Et en fait, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et j'ai l'impression que plus tu arrives à avoir cette mentalité-là dans le contenu, plus tu arrives à vraiment faire attention aux détails, aux stories, aux petits textes partout et vraiment aux dessins que tu fais dans tes réels, plus derrière les gens peuvent raisonner et raisonner avec ces réels, quoi. Et du coup, tu as plus d'engagement, et les gens te kiffent. Avant de faire ces réels tableaux, tu faisais quoi comme type de réel? Alors, oui. Ça rappelle ou pas? Oui. Aïe, 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 aïe. Ah non, ça c'était si drôle. Mais en fait, oui, c'est parti de là. Je faisais des réels un peu classiques, motivation, forcément au départ. Ensuite, tu pars sur plus niché, tu essaies de donner un peu de valeur, etc. Donc, c'était quoi comme. Je sais plus trop. On faisait le format, je me rappelle, où il y avait, tu mets musique et juste tu mets un texte. Ouais. Et après, tu as été repassé sur le réel où tu apportais vraiment de la valeur en parlant. Ouais, c'est ça. J'ai commencé à parler sur 7 jours. Et là, j'arrive en coaching, je fais Thibaut, mes réels, ils plantent. Enfin, Aux 600 vues, là. ouais, c'est ça. Et tu me demandes qu'est-ce qui a changé. J'ai commencé à parler. Tu m'as dit, ferme-la. Ferme ta gueule. Et le lendemain, je commençais à réel tableau. Genre le deuxième réel, 300K, boum. Ouais. Ah, mais à part ça, c'était vraiment colossal. Et là, maintenant, t'as combien d'abonnés actuellement? On doit être à 11K 6. 11K6. Et c'est quoi les challenges que t'as maintenant par rapport à cette audience-là? Maintenant que t'as ces abonnés, est-ce que t'as une pression en plus, hein? Comment ça... Est-ce que ça a changé ta perception de toi-même ou la perception des gens de toi, d'avoir ces abonnés? Non. En mode, les gens, ils pensent que t'as plus d'autorité ou est-ce qu'en fait, c'est la même chose et c'est juste un numéro? Alors pour moi, c'est juste un numéro. J'aurais pu continuer à avoir 3000 abonnés ou 300, ça aurait pas changé. Mais du point de vue des autres, quand tu fais de la prospection ou autre, avoir 11K, c'est différent en mode tu réponds à tes abonnés. Donc forcément, oui, tu as une perception des autres les autres ont une perception de toi qui est différente. Mais sinon, ouais, c'est un chiffre. Ok. Un seul mot pour décrire ton ancienne vie et un mot pour décrire ta nouvelle vie. Je dirais stable avant. Parce que forcément, tu as la stabilité t'as ton salaire tous les mois. Je suis encore chez mes parents. Donc forcément, c'est plus stable. Et puis aujourd'hui, plus libre. Tu peux venir à Paris
un lundi sans problème. Ça, on va en Euh, parler d'ailleurs. Donc ouais, plus libre. Donc de stable à libre. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que dans cette liberté, tu as une notion de chaos qui est sous-jacente, où en fait, bah, tu as forcément moins de stabilité, mais comment dire, est-ce que tu penses que tu pourrais être aussi stable dans le business que tu l'étais dans le salariat? Est-ce que tu penses qu'il y a toujours une sorte de sacrifice à faire en termes de toujours te dépasser, continuer à créer, à te donner? T'es pas stable t'es pas stable quand t'es plus libre. Parce que forcément, tu peux faire un mois, je sais pas, 3K, et puis l'autre mois d'après, si t'arrives pas à faire rentrer, ou t'as pas de mensualité client, ou tes clients te payent pas, parce qu'il y a certains problèmes ou quoi, bah, faut que tu puisses compenser. Donc là, ouais, c'est une sorte de sacrifice, comme tu dis. Ok. Et concrètement, en termes de liberté, ça veut dire quoi pour toi? Est-ce que des choses que tu faisais pas avant que tu fais maintenant? Je donne un exemple. Moi, le sommeil, je commence à dormir. Genre, des fois, tu as des matins où ton alarme sonne et tu te dis, en vrai, je sais que je pourrais me réveiller maintenant en mode 5 heures du mat, bonhomme. Mais de l'autre côté, tu as toute ta journée pour bosser sur ton business, que tu kiffes, tu sais quoi faire. Et tu sais qu'en dormant un peu plus, tu vas pouvoir avoir des tâches qui sont plus optimisées, où tu es meilleur, tu as plus de ressources cognitives. Toi, qu'est-ce qui a changé pour toi concrètement? Est-ce que niveau de la nourriture, parce que je sais que tu vois, on va à la salle, on mange comme des Doberman. Est-ce que niveau nourriture, t'as changé quelque chose? Est-ce que dans ta manière de voyager ou de profiter, t'as changé quelque chose? C'était pas la première fois que t'as pris l'avion en En décembre? Égypte, ouais. Ah putain. Ouais, ça, on va le raconter. Qu'est-ce qui a changé? Et après, on passe sur l'Égypte, parce que ça, c'est quand même marrant. Ouais. Alors, qu'est-ce qui a changé mais en point de vue liberté, en vrai, c'est le sommeil. Je disais. Ça, c'est pas mal. Ou ouais, le matin, t'es en mode bon, je peux dormir un peu plus. Après, j'irai à la salle. Et puis, je ferai tout après. Ou tu prends tes calls. Et puis, tu vois en fonction. Enfin, c'est toi qui gères ton emploi du temps, en fait. Ouais. Puis, de toute façon, tu sais que si tu fais pas ça, et ça aura une répercussion qui fera que tu feras moins ou tu géreras moins. Donc, forcément, tu peux gérer. Des fois, tu peux dormir la matinée. Et puis, je sais pas, le soir, jusqu'à 2h du mat, si tu veux vraiment penser à une chose ou une tâche et que tu veux pas en laisser. Ouais, tu gères tout. Ouais. Ouais, c'est ça. Elles ressemblaient à quoi tes journées quand tu étais encore dans le salariat et surtout quand tu étais en intérim? Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui disent qu'ils peuvent pas se lancer parce qu'ils ont genre 1 à 2 heures par jour à investir. Ils disent que c'est pas assez, qu'il faut qu'ils mettent 5 heures, qu'ils se mettent à plein temps. Tu dirais quoi à ces mecs-là? C'était quoi ta journée type? Alors, déjà, dire quelque chose à ces mecs-là, c'est comme les gars qui disent ouais, j'ai pas le temps pour m'entraîner. Ça m'énerve. Non, vraiment, c'est énervant. Parce que même, le point est serré. Oui, c'est ça. Parce que sachant que avant, dans le salariat, du coup, quand j'étais en BTS, j'étais en alternance, donc sachant que je devais aller jusqu'au Mans, donc j'avais 1 heure de route, enfin 45 minutes. Ce qui fait que forcément, tu dois te lever plus tôt, et je me levais à 5 heures à ce moment-là. 5 heures à 5 à 7, 5 à 6, tu fais quelques tâches, hop, tu prends la route, après t'arrives, tu fais ta journée, puis le soir tu rentres, et puis là tu retaffes. En fait, c'est vraiment, tu gères dans tous les cas ton emploi du temps, même avec ton job en fait. Mm-hmm. Et intérim, ça dépend ce que tu fais, 3-8, 2-8. Moi à ce moment-là j'étais en 2-8. C'est quoi 2-8? Alors 2-8, c'est tu fais 8 heures le matin. Donc tu te lèves tôt, t'es là-bas 5 heures, puis tu finis à 13 heures, un truc comme ça. Okay. Tu fais toute ta journée. Putain. Et t'as 2 pauses de 15 minutes, un truc comme ça, ou 10 minutes. Donc ouais, mais du coup, t'as tout le temps d'après-midi au final. Ouais. Donc dans tout ton après-midi, t'as le temps de t'entraîner, t'as le temps de faire tes réels, t'as le temps de faire ta prospection, t'as le temps de... Et t'es payé combien quand t'es en intérim comme ça en 2-8? J'étais payé Quoi, c'est 1500, 2000? Ouais, 1005. Ok. Donc quand même, tu peux quand même vivre, tu peux... Ouais, c'est ça. En fait, t'es un peu ton propre patron, quoi, en intérim. Ouais, tu fais tes heures le matin ou l'après-midi en fonction de ce qu'ils te disent, et puis t'as ton reste de l'après-midi. Puis quand tu vois en intérim en général, les gens ils rentrent, ils dorment. Ça c'est ton choix, c'est toi qui choisis, c'est soit tu dors, soit tu dormiras plus tard, hein, peut-être un peu moins, mais tu fais les tâches que tu as à faire. Okay. Et comment tu fais pour te qualifier pour être en intérim? Parce que je sais pas pourquoi pas plus de monde le fait. Parce qu'en vrai, c'est un cheat code de malade. Genre moi, je suis suisse, peut-être qu'il y a un intérim en Suisse, mais j'avoue que j'ai pas dû passer par là. Moi, je suis passé vraiment d'un CDD jusqu'à où j'ai pris ma liberté. Je suis parti avec 6000 balles, je suis allé en Thaïlande. Je suis revenu avec 1 euro sur mon compte 3 mois après. Et après, genre quelques mois après, genre, mon business a pu décoller.
Donc, j'ai pas dû faire ce repassage dans le salariat. Toi, qu'est-ce qui t'a. Comment dire? Tu finis ton BTS, à un moment, tu peux trouver un job directement, non? Ouais, c'est un choix en fait. Qu'est-ce qui a pesé à la balance? Tu aurais pu prendre un CDI ou un CDD. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Alors, Tu aurais pu jouer à la sécurité, mec. totalement. Honnêtement, ouais. J'aurais pu faire ça. Et même mes parents m'ont dit ouais, bah, tu vas trouver un CDI, un CDD. Puis dans ma tête, je savais, faut. Si tu leur dis non, qu'est-ce que ça fait? Si tu leur dis oui, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que tu veux réellement? Au final, je suis parti sur intérim. Parce que j'avais pas envie de CDI, j'avais pas envie d'être bloqué, et puis je sais pas, être dedans, puis faire le truc à moitié à côté. Du coup, j'ai fait intérim tout simplement parce que de 8, en plus, j'avais les 2-8, donc je savais que j'allais avoir mon après-midi ou la moitié de ma journée après, donc j'aurais pu bosser encore plus sur mon business et puis avancer, d'où mon choix aussi. Et puis que j'avais pas envie de passer ma vie dans un CDI et intérim, je savais qu'à un moment ça allait péter du côté de mon business et puis que j'allais être à plein temps là-dessus. Tu vois. Est-ce que tu avais un plan B, mec? Non, j'ai pas réfléchi. J'avais pas forcément de plan B, non. Bah, le plan B c'était si ça marche pas et qu'il y a rien, bah, limite tu vas dans un CDI, mais Mhm. donc ouais, non, intérim et puis après plein temps là-dessus. Là aujourd'hui, en termes de revenus, tous les mois, tu tournes à combien en moyenne? Alors j'ai fait 1000, 1005, entre 1005 et 2000, Ok. 2005 même. Le mois dernier, tu étais à combien? J'ai fait 2003. Ok. 2300 encaissés. Encaissé uniquement. Non, je parle pas en CDI. On n'est pas pédé ici. Exactement. Non, que encaissé. Ouais. Ok. Et ces 2300 encaissés, concrètement, c'est quand que tu as fait ta première vente? C'était en septembre dernier. Ok. Donc en gros, tu es rentré dans l'autobahn en mai, en juin. Et en septembre, tu as fait ta première vente à combien? Alors à ce moment-là, c'était quoi? C'était 250. Ok. J'ai fait 250. Ensuite, deuxième vente le mois après, 350. Après, du coup, le gars de 250 a repris un coaching à 250, pareil. Mhm. Du coup, ça a commencé comme ça. Puis après, du coup, j'ai fait 250, 350, 500. 500 à 1K. Putain, machine. Excellent. Et donc à l'époque, tu priceais à 250. Et là, aujourd'hui, tu prices à combien? 1K. C'est quoi qui a changé entre le Ethan qui priceait à 250 et celui qui price à 1K? J'ai plus de résultats clients, ce qui fait que tu as plus de social proof, qui fait que tu peux pricer plus. Et est-ce qu'il y a aussi un côté au mode toi, personnellement, quand tu t'es lancé, tu n'aurais pas osé demander 1K à quelqu'un comme ça parce que à tes yeux, tu n'avais pas forcément l'autorité ou tu n'étais pas encore assez en place? Non, si je me voyais le faire. En fait, j'avais pas de barrière sur ça. C'est quand tu annonces le prix, c'est le prix. C'est intéressant. Pourquoi est-ce que tu as cette mentalité-là, d'après toi? J'ai jamais réfléchi à cette question. Pourquoi j'ai cette mentalité-là? Tu veux que je te dise pourquoi? Dis-moi. Et tu me dis-moi si je suis juste ou si je suis faux. Mais j'ai remarqué que j'ai aucun problème à demander un certain prix quand j'accompagne quelqu'un parce que moi-même, je suis le premier à investir comme un connard en moi et lâcher tu vois, 36K à Charlie Morgan, 10K 6 mois avant. Et genre, je me dis, en fait, c'est logique et je sais que, tu vois, genre, il y a une corrélation réelle entre ce que tu investis et ce que tu vas générer. Est-ce que le fait d'avoir investi dans des programmes, tu vois, que ce soit la formation SMMA qui n'a pas payé sur le plan ou dans l'autobahn, concrètement, est-ce que tu penses que ça a eu un impact sur le fait que tu aies plus de conviction quand tu demandes à quelqu'un comment dire, par rapport au fait que tu dises, tu négocies pas tes prix, tu es en mode, c'est le prix, il n'y a pas de. Oui, c'est ça. C'est vraiment ce côté, en fait, tu investis en toi, du coup, tu attends que les autres fassent la même chose. Ouais. Et il y en a beaucoup qui bloquent sur investir en soi, mais en fait, dès que tu commences à comprendre qu'en investissant en toi, tu gagnes full temps. Mais il y a tout sur Internet. Parce qu'en fait, l'information est là. Sur le papier, elle est là. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent dans l'autobahn, d'après toi? C'est que tu es littéralement accompagné. Enfin, on a accès à tout directement. Tu as les coachings, tu as questions, tu demandes. Oui, il y a l'espace formation, oui, il y a tout sur Internet. Tu peux prendre en masse sur Internet, tu peux devenir millionnaire sur Internet. Mais ça te prendra peut-être, je sais pas, 10, 20 ans, 15 ans. Alors que quand tu te fais accompagner, tu vois, en un an, je peux quitter l'intérim et puis mettre full là-dessus. Ouais, complètement. Et du coup, l'effet cumulé fait que, tu vois, c'est vraiment ce truc, il y a des gens qui veulent pas perdre d'argent pour le faire seul et se dire qu'en fait, au final, ils sont gagnants. Admettons que tu gagnes, je sais pas, 1500 en intérim et que si on bosse ensemble, tu t'arrives à faire 3K par mois après 6 mois. Ça veut dire qu'au bout de 6 mois,
tu fais tes 3K par mois et ça fait 3, 6, 9. Donc là, si on met juste 3 mois, t'as gagné genre littéralement 9000 euros de plus alors que t'en aurais gagné genre 4500. Souvent les gens ils réalisent pas qu'en fait l'argent que tu veux économiser t'en fait perdre sur le long terme. Et d'ailleurs, tu t'es dit quoi quand tu as investi tes premiers 1000 euros dans cette formation SMMA et que ça n'a pas fonctionné ou que tu as bloqué et que tu n'étais pas. Qu'est-ce que tu as retenu de cette leçon? Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui pourraient se dire je me suis fait niquer 1000 balles, ça me pète les couilles, plus jamais j'investis là-dedans. Qu'est-ce que tu t'es dit? Sachant que la formation SMMA, elle n'était pas hyper qualitative non plus. C'était t'as des vidéos forcément, puis voilà, ça t'avances. Et non. Qu'est-ce que je me suis dit réellement? Ça m'aide. Enfin, tu passes à l'action en fait. T'investis tant, faut que tu le rattrapes. Sachant qu'en plus après, il y a eu un truc, je sais pas si t'es au courant, mais je voulais vendre mon PC que j'avais et c'était quoi, 1500. Au final, je me suis fait avoir. J'ai perdu 1500 aussi. Ah ouais? Ouais. Donc comment ça s'est passé? je voulais vendre mon PC pour avoir un Mac parce que plus rapide, plus simple d'utilisation et tout. Vrai entrepreneur. Et puis ne plus jouer aux jeux vidéo aussi comme ça, en même temps. Donc j'ai voulu le vendre. Et puis au final, je l'ai envoyé, j'ai jamais reçu le virement. Enfin, il y a eu un problème, quoi. Et puis donc 1500 € en moins. Du coup, j'ai fait comment je fais mes réels. Je vais pas faire sur téléphone. Enfin, tu peux le faire sur téléphone, tu peux largement tout faire. Mais après, prendre les appels de vente, etc., c'est compliqué. Forcément, j'ai acheté le Mac, moins 1600 encore. Donc voilà, et puis juste tu passes à l'action, tu rentabilises. T'as eu des moments où t'as douté, où tu t'es dit est-ce que c'est vraiment le bon chemin? Ou est-ce que t'as toujours vraiment cru et t'as eu la foi? Forcément, t'as des moments de doute, je pense. T'en as forcément, tout le monde en a, je pense. Est-ce que t'en as eu? Est-ce que moi j'en ai eu? Ouais. Le moment où j'en ai eu le plus, c'était vraiment là, ces derniers mois, quand j'étais à Dubaï. En fait, tu targetes. Pour donner un peu de contexte à toi, en gros, je me suis dit, tu sais quoi, j'ai fait un mois à 20K, donc je peux changer de niche et aider les coachs à scaler. Et en fait, je suis pas allé dans cette niche pour les bonnes raisons. Je suis allé dans cette niche pour l'argent. Parce que je me suis dit, vu que je résous un problème plus douloureux, plus grand, je pourrais demander plus d'argent. Donc je me suis dit, vas-y, let's go, on scale. Alors qu'en fait, la réalité, c'est que si tu fais 20K et que tu veux faire 30, 50, tu as juste à prendre le même système que tu as et juste doubler ce que tu fais. Avant, quand je prospectais, j'en faisais 50 par jour. Aujourd'hui, j'en fais 70. On va passer à 80. En fait, c'est juste à quel point est-ce que tu peux McDonald's ton business et vraiment double down. C'est-à-dire tu fais un réel par jour, cool, fais-en 2 ou fais-en 3. Plus de vidéos YouTube. En fait, c'est toujours, comment dire. Alors, tu vois, du coup, ces 3 mois, c'est bon, tu passes de 20K et tu descends. Tu vois, décembre, j'ai fait 15. Janvier, j'ai fait 15 aussi. Février, j'ai fait 10. Mars, j'ai fait genre 6. Avril, genre 5. Tu dis, waouh. Pour 5K, les gens ils se disent, c'est bon, mais t'as des charges. Quand t'es à Dubaï, c'est pas gratuit. Tu vois, tu te mets dans une merde où tu dis, qu'est-ce que je fais? Je déteste les mecs que j'ai en appel, parce que c'est des gars qui sont pas vraiment entrepreneurs. C'est juste les coachs sportifs. Je pensais que c'était. Ça, je vais l'expliquer après. Et c'est pour ça que j'aime bien bosser avec des gens qui partent de zéro et qui ont le dos au mur, qui sont dos au mur. En gros, le coach sportif, il fait genre entre 2 et 3K par mois. Et en fait, qu'il fasse 3K par mois, ou 5K, ou 8K, ou 10K en ligne, il s'en bat les couilles parce qu'il a déjà sa liberté. Sa vie, elle va pas changer. En fait, il a plus de choses à perdre qu'à gagner. Alors qu'un mec comme toi, ou un mec comme en intérim, un mec qui n'a pas encore de business, qui part de 0-0, il sait qu'il veut pas rester en salariat. Toute sa journée, il souffre, il est entouré de personnes qui sont pas forcément incroyables. Et en fait, ça fait vraiment un gros changement. Il y a un bon changement. Et maintenant, je sens, depuis que je suis dans cette niche, l'inspiration, elle vient tout le temps. Comment dire, je me sens aligné de malade parce qu'en fait, je suis aligné juste intérieurement. Je suis pas dans cette niche pour le côté extérieur, même si forcément, tu as une relation financière qui s'installe. Je suis d'abord intérieurement parce que j'ai fait ce parcours. Et c'est, comment dire, des moments où j'ai commencé à bosser pour l'argent, mon business est tombé et c'est là que j'ai douté, où je me suis dit que je fais fausse route, en fait ça va pas. Je suis revenu sur mon positionnement et on est reparti comme en 40 là. On est le 16 juin, on est déjà genre à 10-12K. En fait, des moments où t'es vraiment aligné avec les mecs, des moments où t'es aligné, où t'as des résultats et tu sais que tu peux en apporter, en fait t'es intuable. Et du coup, il y a beaucoup de mecs qui font du coaching sportif en ligne. Et
tu dirais pas que, en fait, t'es juste un parmi d'autres. Comment est-que tu gères la compétition? Parce que c'est vraiment un truc que les gens se disent en mode j'ai peur de la compétition. Est-ce que t'as peur de la compétition, mec? Vraiment pas. Je regarde même pas ce qu'ils font. T'es fou. Parce que ils prennent tes clients, non? Bah ouais, mais en fait, quand tu regardes, il y a une, je sais plus c'est quoi la stat, il y a combien de personnes qui ont 18 ans par an? Il y a des millions au final. Et bah, sur ces millions, ça dépend qui tu cibles réellement, mais je sais pas, tu vas avoir 300 000 personnes par an. C'est énorme. Donc au final, juste tu prends un petit pourcentage. Sur ce petit pourcentage, bah, tu t'en fiches que les autres ils prennent tes clients au final. Les gens, ils ont une mentalité de boutique, de marché, tu sais. Ouais. En mode, vu que t'as un client, l'autre en a moins. Alors qu'en fait, sur Instagram, c'est genre illimité. Tu sais comment je vois le marché? Dis-toi que c'est comme s'il y avait un immense baril, vraiment de plusieurs kilomètres de haut, plusieurs kilomètres de large, avec un robinet que t'as Dieu qui l'ouvre. Et genre, t'es déjà allé sous une cascade? Bah, je vois ce que c'est. Quand tu te mets les épaules sous une cascade, vraiment, tu te fais mais allumer. C'est vraiment, une fois, j'étais à Bali, t'es sous la cascade et tu dis waouh, quand est-ce que ça va s'arrêter? Et ça s'arrête jamais. Genre, t'as tellement de. Et c'est là que tu dis putain, Dieu est réel. Tu vois, pour moi, c'était un des moments où je me suis dit waouh, God is great. Tu vois, genre, t'es bien. Et genre, je vois le marché de la même manière. C'est-à-dire qu'en fait, je sais qu'il y a des prospects en abondance. Je sais que le marché va jamais être limité. Et qu'en fait, t'as juste à ouvrir le robinet, à créer du contenu, à te montrer pour que les gens viennent à toi. Et c'est ça qui fait la magie de business en ligne, c'est que t'es jamais limité en fait. T'as toujours quelqu'un qui pourrait investir avec toi. En fait, t'as juste à avoir des abonnés. Pour toi, c'est quoi le minimum d'abonnés à avoir pour commencer à convertir? Je sais pas, j'ai eu mon premier client, je vais avoir ouais, un K5. Mais quand tu vois maintenant, même avec 300 abonnés, tu peux monétiser s'ils sont bien fidélisés et qui te suivent bien. Tu peux monétiser autant qu'un gars qui fait qu'on a 8000 ou 10 000, tu vois. Comment est-ce que tu fais pour fidéliser correctement? C'est quoi tes principes que tu mets au quotidien pour fidéliser tes prospects? Des petites techniques, des trucs. En général, c'est les stories sur Instagram. Ok. C'est quoi ta manière de penser quand tu crées une story? Voir comment l'aider, voir que les clients ont des résultats, qu'il y a du mouvement en fait, surtout ça, Ok. que ça bouge. Que ça bouge pour toi ou pour tes clients? Des deux, je pense. Ok. Je pense qu'il faut des deux, qui s'attachent aussi un peu à la personal brand et puis au fait que bah, ça fonctionne. Complètement. Ouais, c'est vraiment cette notion d'évolution. Et je pense même que, tu vois, je vois souvent tes stories et comme pour chaque personne d'autobad, tu vois, je fais des feedbacks, mais ton évolution, elle est colossale. En l'espace d'un an, t'as pris de la masse, t'as pris de la confiance, t'as pris. Genre juste, t'as un homme vraiment évolué par rapport à il y a un an. Et je trouve qu'on le voit pas assez. Tu le montres pas assez, tu vois. Mais vraiment, en fait, ça, c'est vraiment un truc. Même si je suis avec toi 3 fois par semaine, qu'on a des calls 3 fois par semaine dans l'autobahn, genre, moi, je te vois à travers l'écran, mais je peux pas deviner quel poids tu fais, comment vont tes clients. En fait, c'est à toi de le montrer en permanence. Parce que si je parle pas de l'autobahn, si je parle pas de mes programmes en termes de chiffres, si je parle pas de ma vie en général, personne va se dire ah, il progresse. Et pour toi qui est qui a la maison, qui prend des notes bien sûr parce que c'est un bon podcast, on s'éclate. Genre la meilleure chose quand tu crées une story, c'est d'incarner la version désirée de ton prospect. Et le mieux, c'est quand tu es la version désirée de ton prospect, que tu montres juste ta vie sur les points qu'il veut. Genre pour moi, ça va être faire une story à Paris en mode slash TP. Faire une grosse séance où on est vraiment mais stock sa race. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on en pense? Petite dédicace là, c'est le moment de la dédicace. Qui allons-nous dédicacer aujourd'hui? À son avis. Le père Robin Duplouy, mec. Cet enfoiré avec sa méthode x3. Ah mais j'ai jamais vu, mais franchement à chaque fois que je la fais, tu te fais mais péter la gueule. Ah là là. C'est comment tu te sens de pouvoir juste te dire je suis à Paris, je vais à la salle avec un mec du business qui m'accompagnait à la base et maintenant on est potes. On va après aller dans un café pour pour prendre des calls. Comment tu te sens d'avoir une vie stylée, enfin une vie comme ça, en fait, une vie où tu fais littéralement ce que tu veux? Bah, comme je t'ai dit, plus libre. Et c'est tout. En un mot, en fait. Ouais, liberté. Ouais, liberté. Alors oui, tu sacrifies le fait que c'est plus instable, etc. Mais liberté. Ouais, tu prends des leçons qui permettent après de rentrer chez toi, de t'appliquer et puis de mettre en place. C'est Ouais, ça. complètement. Et comment tu t'es senti quand tu as généré tes premiers euros en ligne? Genre ta première vente, ton premier.
Paye-moi Stripe. Tu m'avais demandé en plus. Moi, ça m'a rien fait. Putain, mais le mec, genre, tu sais, t'as aucune émotion, toi. Ben, ouais, en fait, c'est. C'est limite à la chaîne au suivant, tu vois. Non, mais c'est. Go next. Ouais, c'est ça, c'est le début, quoi. Genre, je sais que dans quelques mois, ce sera. Je ferai quoi, le triple Donc, c'est un chiffre, comme les abonnés ou quoi. Elle vient d'où cette conviction, mec? Tu te dis, genre, force tranquille, je sais que ça va arriver. J'en sais rien du tout. T'as pas de digue? T'as pas encore creusé? Non, j'ai jamais creusé réellement. Ok. Donc ouais. Non, en fait, parce qu'en musculation en général, tu sais, les personnes skinny, elles sont en mode, ouais, bah, si lui il l'a fait, je peux le faire aussi. Bah, c'était mon cas aussi à ce moment-là. Puis maintenant, quand tu vois sur les réseaux, il y en a qui font des millions ou quoi, et tu fais, bah, ouais, moi aussi. Pourquoi pas moi? Ouais, c'est ça, pourquoi pas moi? Tu te dis quoi quand tu vois un connard en Lamborghini sur tes réels? Je serai dedans un jour, tu vois. En vrai, tu sais, depuis quelques années, genre, l'objectif que j'avais, c'était toujours l'objectif à la con que tu fixes. L'objectif débile. Le gouffre financier que t'auras quand t'as quelques M sur ton compte. Pour moi, c'était le yacht. Tu vois, avoir le yacht à 30 ans, il fera genre 36 mètres, il coûte 18 M. Toi, est-ce que t'as un objectif à la con, vraiment une connerie, qui représente un peu le. Alors, vraiment, c'est une connerie financière, c'est une bêtise, mais t'as tellement de cash que tu peux l'assumer et que tu te sens même pas passer. C'est quoi pour toi un truc comme ça, un truc que t'aimerais. Alors moi, j'ai pas ça. C'est juste un lifestyle où j'ai plusieurs trucs, je peux m'acheter ce que je veux. Puis, c'est juste ne plus regarder quand tu fais quelque chose ou quoi, sans que ça ait de répercussions ou quoi. Ok. Y a pas de gros trucs. Ouais, t'achètes une voiture, une moto, enfin après c'est matériel. Ouais. C'est quoi Ça le reste- prochain? Comment? C'est quoi le prochain parce que là, ton voiture, t'as pas une moto, mais t'as une moto ou pas encore? Non, j'ai le permis, mais pas le moto. Tu comptes l'acheter? Ouais, plus tard, bah, quand je pourrais, ouais. Tu vois, je vais pas m'acheter une montre IP ou quoi, je vais m'acheter un bon S1000 RR et puis on verra, on verra ce qu'on peut L'enfoiré, faire. il va se tuer. Mec, S1000 RR, c'est vraiment, mais genre, un engin du diable. Je sais pas, j'ai toujours kiffé cette moto. Donc je sais que j'en aurai une un jour juste pour, je sais pas, on verra ce qu'on peut faire avec, mais Ouais. je sais pas. Tu sais que ça monte vraiment à genre 350 km/h cette merde. Ouais, Mec, il y a tellement de mecs qui se tuent à moto. Je trouve que quand je suis en bécane, je suis toujours en mode full cuir, full. ah oui, mais évidemment. Ah ouais. Je vois quand tu voyages un peu, quand tu vas à Bali ou en Thaïlande et que tu vois des pélos, vraiment en short t-shirt ou bien torse-poil, en scooter, blasté en théma. Tu dis, ouais, il va se tuer. Et des fois, t'en vois 2-3. T'es déjà parti un peu en Asie ou pas encore? Non, pas encore. On va parler des voyages. Comment c'était l'Égypte, mec? Parce que pour donner un peu de contexte, il y a le vlog sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Je vais voir si je peux le mettre là-haut. En gros, Ethan est venu en Égypte pour un séminaire de l'autobahn. Et raconte, mec, ton premier vol. Ah, c'était un folle. Non, mais j'ai envie de dire, ouais, bah, j'ai découvert ce qu'était un aéroport. J'ai fait l'onboarding. Ça fait quoi de prendre l'avion pour la première fois? Non, en vrai, j'ai rien eu. Aucune émotion. Non, ouais, tu décolles et puis bah, t'attends et puis tu t'atterris. Non, j'ai pas. C'était comment l'Égypte, du coup? T'as pensé quoi des Égyptiens? Ouais, ils sont super sympas et tout. L'enfoiré. Zéro scammer ici. J'ai pas croisé un seul Égyptien qui a pas essayé de m'enculer. Ils ont tous. C'est quoi? C'est ton premier taxi où tu ouais. t'es fait avoir? En gros, les dirhams égyptiens. Et en gros, si on fait le taux de change, le dirham égyptien, il fait grosso modo. Attends, on va voir. Egyptian pound. En gros, le gars, il me demande 1500 Egyptian pound pour le taxi. Je savais que le prix normal, c'était genre 300. Donc 1500, ça fait 25 euros. Alors que normalement, le trajet coûte 5 balles. Donc je me dis 25 balles ou 5 balles. Au final, ça m'est égal. Mais on va le négocier. Et du coup, je négocie à genre 1200, 1300, donc 20 balles. Donc je suis content, lui, il est content. Il fait genre qu'il est pas content. Donc on se serre la main à 1200. Et cet enfoiré, au milieu de la course, il renégocie le prix en mode non, en fait, on a passé le Sahara, du coup maintenant c'est 1500. Parce que vraiment, on a pris une villa, mais au fin fond. Ah, la villa, elle était stylée. Ouais. Mais autour, c'était vraiment le bordel. Quand tu sortais. Ah ouais, c'était l'enfer. Mais c'était marrant. Et du coup, le gars, au milieu, il renégocie 1500.
Donc qu'est-ce que je fais? Et déjà, ça c'est un truc pour tous les mecs qui vont voyager. Ne mets jamais tes bagages dans le coffre du taxi. Tu prends toujours tes bagages avec toi, parce que si tu vas partir, sinon le gars il peut négocier avec toi et c'est insupportable. Donc je prends toujours avec moi. C'est pour ça que je voyage qu'avec un seul sac. Un voyage léger, quand tu pars 2 semaines, tu peux très bien le faire avec un sac. Tu fais des machines, c'est chill. Et le gars, je sors, j'avais pris du liquide, je sors mon porte-monnaie avant qu'on arrive, genre 5 minutes avant qu'on arrive. Je prends 1002, je lui dis ça, c'est tout ce que tu auras. Et on est posé devant. Genre du coup, j'ouvre la porte, je lui donne l'argent, il commence à compter, il me dit ah mais y a pas. Je lui dis on a négocié quelque chose. Et en fait, tu gardes ta frame, et à la fin, il commence à s'énerver et je me dis en vrai si ça part en bagarre, moi y a pas de problème. Mais tu dis c'est l'Égypte, à tout moment il y a un truc chiant, je vais pas faire le malin. J'avais l'argent au cas où, donc si vraiment il négociait, je pouvais lui passer. Mais je voulais juste voir est-ce que je peux lui briser sa frame. Donc je garde la frame, je reste genre vraiment ancré. Et à un moment donné, il fait please, tips for me. Et je dis c'est bon, je t'ai bouffé, casse-toi. Et il avait le seum, il est parti. Ça fait penser un peu au. Tu sais, quand t'as un appel de vente. Qu'est-ce qui fait d'après toi? Genre, bosser. Comment dire? Quelle importance a la frame en appel de vente pour toi? Genre, est-ce que au début, tu galérais à instaurer une frame ou à garder ta frame? Parce que, tu vois, tu fais ta prise de masse. Genre, tu dis vraiment, j'ai des résultats. Je pense vraiment que je peux en délivrer à quelqu'un. Tu crées ta ligne de questionnement. Tu poses des bonnes questions. C'est cool. Tu diagnostiques. Tu peux l'aider. Tu le pitches comme jamais. T'es en feu. Et le mec te dit, bah écoute, Ethan, ouais, c'est cool, mais je dois réfléchir. Comment tu réagis la première fois et qu'est-ce que tu fais maintenant quand le mec te dit qu'il doit réfléchir? En fait, il y a une objection ou écran de fumée. La première fois, en général, tu sais pas trop comment réagir, si t'es pas formé ou quoi. Donc, tu perds un peu ta frame. Donc là, t'es en mode, ok, je comprends. Et puis, ouais, tu vois. Tu me redis. Ouais, c'est ça. Bah, puis il part, puis tu le revois jamais. Et puis, bah, maintenant, juste, tu vois, puis tu creuses plus. Qu'est-ce que tu fais exactement quand t'as un mec qui dit je dois réfléchir? À quoi as-tu besoin de réfléchir, Thibaut? Et donc tu creuses directement et en fait t'as pas peur de déranger quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, tant que t'es good vibe et que t'es dans ta frame en mode bah, c'est normal. T'as besoin de réfléchir, ok. À quoi t'as besoin, au cas où je pourrais t'aider. Et puis, on voit si on peut trouver une solution. Et puis, s'il n'y a pas de solution, bah, il n'y a pas de solution. Mais au pire, ouais, voilà. Ça, c'est arrêté. Quand un prospect te dit qu'il doit réfléchir, c'est juste qu'en fait, il est pas sûr que ça fonctionne. C'est juste du doute par rapport au fait que ça fonctionne. Ouais, ton job, c'est juste d'avoir une conviction ciblée sur ce doute pendant genre 45 minutes. Au final, ça, comment dire, c'est pas que tu le forces, mais c'est qu'en fait, tu lui montres les enjeux qui le tiraillent. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une version de lui qui a pris des kilos en plus, qui fait de l'argent en plus, et de l'autre, il y a cette version actuelle qui n'a pas envie de mourir, qui est bien là où il est dans sa zone de confort, et qui a juste peur du changement. En fait, ton job, c'est juste un reframe identitaire. Tu fais réaliser, en fait, si tu veux vraiment devenir ce mec-là. Genre, ce mec-là, est-ce que c'est un mec qui passe sa vie à réfléchir ou qui passe constamment à l'action? C'est un mec qui passe constamment à l'action. Ok, donc comment est-ce que tu dois commencer à agir pour t'assurer de devenir celui qui va atteindre tes objectifs? C'est ça. Et en fait, le plus important, j'ai l'impression en appel de vente, c'est vraiment que les réponses viennent de lui. Si tu lui dis les choses, il va jamais accepter la chose parce que son ego va bloquer, ça va être insupportable. Bref, on a dérapé sur le closing. Est-ce que t'avais eu le séminaire à Bordeaux? Déjà, quand t'es arrivé à Bordeaux, on s'était vu, on avait fait les sparring? Ouais, j'ai pas sparé avec toi. Ok. J'ai sparé avec les gars. Putain, on n'a pas sparé ensemble. Ouais, il y avait à ce Azure. moment-là. J'avais sparé avec Azure. Ouais, puis avec tous les gars qu'il y avait. Comment tu t'es senti quand t'as rencontré des mecs comme toi, qui ont un peu cette même dalle, qui ont un peu cette même vision? Alors, t'avais déjà fait ça avant ou pas? Non, jamais. Comment tu t'es senti quand t'as... Juste que t'as vu des mecs qui allaient au même endroit que toi, en mode vraiment des frères, des compagnons de route? Bah, c'est que tu vois qu'il y a d'autres gars qui font comme toi, et puis qui ont un peu la même vision ou autre, puis qui font leur truc de leur côté, et il y en a pour qui ça fonctionne, d'autres qui commencent, et puis on a tous une échelle où ça avance, quoi. Enfin, ça bouge. Ça t'a motivé, toi, ou Ouais, totalement. Bah, c'est ce qui fait qu'après, je commençais à poster des réels, tu vois. Ouais. Je commençais à me dire, il y en a pas mal dans la création de contenu, ils étaient tous dedans,
En général, l'autoroute, c'était ça. Donc je me suis dit, bon, on va tester. Ok, donc c'est ça qui t'a dit, en fait, t'avais des mecs se filmer tout le temps. Tu te dis, en fait, pourquoi pas moi? Ok. Et du coup, c'est quoi les leçons que t'as tirées du séminaire qu'on a fait en Égypte? Changer tes paradigmes. En vrai, c'était ça. C'est changer le fait que, en fait, tu peux tout faire, dans tous les cas. C'était la leçon de l'Égypte. Puis après, je sais pas, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Je trouve que voyager, je sais qu'en tant qu'humain, ça nous a fait progresser parce que forcément, t'es vulnérable quand t'es en Égypte, tu vois. T'es un petit Européen, tu crois ce qu'on te dit. Tu crois quand t'as un mec qui te parle fort ou qui est pas content, tu t'excuses. Ça m'a permis de juste réaliser que c'est pas parce que quelqu'un disait quelque chose d'une certaine manière que je devais l'écouter. Tu vois, généralement, et c'est la même chose en appel de vente, vu qu'un prospect, il y a ce qu'il dit et comment il le dit. En mode, écoute Ethan, je dois vraiment réfléchir. Et il se dit que parce qu'il l'a dit de cette manière-là, ça va bloquer la vente. Ça va bloquer le fait qu'il puisse avancer. En Égypte, c'est la même chose. Quand t'as un mec qui te crie dessus, il y a ce qu'il dit, après il parle anglais, il est énervé, etc. Et il y a comment il le dit. Dès le moment où tu arrives à juste oublier le fait qu'il soit énervé et que ce soit une source de danger, et qu'en fait, parce que c'est pas une source de danger, il va rien faire, et que tu te concentres uniquement sur ce qu'il dit, tu peux utiliser tous tes neurones pour te dire, ok, est-ce qu'il veut me niquer? Et tu vois, tu commences à juste mieux comprendre l'humain, mieux l'écouter. Ce qui fait que derrière, c'est pas comme s'il y avait une grande leçon que j'avais appris de l'Égypte, mais qu'il y avait plein de petites leçons qui, accumulées, font qu'en fait, tu deviens un meilleur homme, un meilleur humain. Et fun fact d'ailleurs, je connaissais le pilote qui nous a ramenés depuis le Caire jusqu'à la maison. C'était un mec de ma société d'étudiants. Donc c'était très très drôle. Magnifique. On va passer sur d'autres questions là. Concrètement, par rapport à l'autobahn, c'était quoi ton problème principal quand tu es rentré dans l'autobahn? Qu'est-ce qui te manquait concrètement? L'acquisition, déjà. Parce que même si je savais faire des réels, ils n'étaient pas performants au point que ça aide quelqu'un au final, parce que c'est plus de la motivation. Et quand tu fais de la motivation sur Instagram, tu peux avoir 1 million d'abonnés, mais, pour convertir après, c'est compliqué. Donc ouais, acquisition. Ensuite, forcément, les piliers acquisition, puis après, savoir convertir, comment convertir, avoir les process et tout, que j'avais pas. Parce que j'avais déjà pris des appels avant l'autobahn. Mais c'était quoi la niche dev perso, un truc comme ça. Et puis je savais pas closer, je savais pas faire un appel, comment je fais. Les objections, tu vois, c'est ouais, je reviens. Tu vois, Ok. envoie-moi le lien, je verrai ça demain, tu vois. Puis au final, le gars il te bloque ou, ou quoi. Et ouais, avoir les process. Et donc acquisition, donc, preuve, ça a bien marché. Ensuite, fidélisation, puis conversion. Et puis maintenant j'ai les process, donc ça avance. Ok. Et c'est quoi le plus grand changement de paradigme que tu as eu pendant cette année? Déjà que t'es pas obligé d'être dans le salariat pour être plus libre. Enfin, t'es pas obligé d'attendre d'avoir tes vacances pour pouvoir bouger. Je sais pas si ça répond. Dans le sens où, comment dire, quand tu es dans le salariat, comment dire, est-ce que tu arrives à développer un peu? En général, les gens ils attendent les vacances pour pouvoir bouger, pour aller en vacances ou autre. Vacances d'été, vacances d'hiver? Ouais, c'est ça. Tu vois, j'aurais jamais pu. Enfin, où tu dois poser des jours pour aller à Paris. Là, tu vois, je les pose pas mes jours et puis en plus je travaille là. Donc ouais, c'est le truc que j'aime bien. Tu payes ton voyage pendant ton voyage. C'est ça. Tu repars, tu rentres chez toi avec plus d'argent que quand t'es parti. C'est ça, c'est génial. Et ça, je suis d'accord, c'est colossal. Et donc c'est vraiment ce côté juste coup de tête, quoi. Ouais. Let's go, c'est marrant, on y va. Ouais. C'est marrant. Franchement, c'est le truc que je valorise le plus. À quel point est-ce que je me marre dans ma vie? Tu vois, quand j'étais à Dubaï, même si c'est l'endroit paradisiaque que tout le monde bande sur Dubaï, en vrai, c'est une bonne ville. Et ça, je suis d'accord. Maintenant, est-ce que je me suis marré à Dubaï? Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu fais un peu l'adulte, tu as le luxe partout. On a déjà eu cette discussion, ouais. C'est comme si t'habitais déjà là où tout le monde voulait être et que du coup, t'as moins cette drive. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Normalement, tu devrais être plus motivé parce que t'as d'autres qui ont. En fait, tu commences à être un peu nonchalant. Non, c'est juste une Lamborghini, c'est juste une Rolls-Royce, alors qu'en fait, c'est incroyable. En fait, c'est cet effet de contraste qui est colossal. C'est que
Moi, ce qui me fait rire, c'est de me dire, en vrai, si j'avais rien fait, je serais juste comme les gens qu'on voit normaux, en fait, les gens qui vivent leur vie, les civils, finalement. Euh, le civil, le civil est un entrepreneur. Le civil, c'est celui qui va juste vivre sa vie, écouter ce qu'on lui dit, ne pas trop déborder. Et un entrepreneur qui prend ses jours quand il veut. Et en fait, qui prend ses jours, il bosse quand même. Et en fait, qui est vraiment au plein contrôle de sa vie, quoi. Et en fait, l'entrepreneuriat, je sais pas si tu vois aussi comme ça, mais c'est pas que du business. Genre, c'est un impact sur toute ta vie, en fait, tes relations, ta santé, ton business, ta famille. Au final, c'est un peu comme si juste en prenant tes responsabilités, tu deviens vraiment un humain à part entière. Et C'est ça, ouais. en fait, tu peux vraiment. Et c'est quoi ta vision, toi, dans les prochaines années? Est-ce que tu as envie de fonder une famille? Est-ce que tu as envie de juste profiter pour l'instant et d'explorer la map? C'est quoi tes objectifs, là? Plus explorer la map. Ok. C'est quoi les pays qui sont sur la bucket list, là? J'ai toujours voulu aller en Thaïlande pour faire un combat. Donc, c'est l'objectif numéro 1, je pense. Après, ouais, explorer Amérique, voir toute l'Asie, comment ça se passe. Et puis, ouais, explorer la map, aller sur quelques points, et puis travailler de là-bas, et puis voir comment ça avance. Excellent. J'avoue que le petit séminaire en vrai, faire un mois en Thaïlande, Moi, ça me chauffe. Ouais. Un petit combat à la fin, un bête de vlog. on partirait en octobre. L'os de Ban, on part genre à 10. Putain. Ouais, octobre, novembre, en fait, à un moment où il fait un peu froid. C'est marrant. Comme ça, si tu rentres en champion en décembre, t'es en mode. T'es trop bien, quoi. Ouais, totalement. En vrai, je pense que novembre, c'est pas mal, non? Ouais. Bah, tu vois, c'est ça qui me plaît, moi. C'est de me dire, en vrai, on part quand? Mm. On fait quand? Moi, j'aimerais bien le faire avant mes 21 ans. T'as quand ton anniversaire? 23 novembre. 23 novembre. Ah ouais. Ou le jour. Mais je sais pas. T'imagines? Le jour. C'est un samedi ton anniversaire? J'en sais rien. Faut que tu checkes parce qu'il y a peut-être moyen que. C'est quoi, j'ai envie de checker juste pour le doute, mais ça peut être marrant. Attends. Faire un combat à 20 ans, est-ce que c'est pas plus stylé qu'un combat à 21? Absolument. Je trouve que, ouais. Donc, on va faire un combat avant. Attends, on va aller sur Today. Et on va aller voir directement novembre. Mec, c'est le 23. C'est un dimanche, mec. Et donc Ça veut dire que les combats, généralement, c'est le samedi. Hmm. Donc en gros. Le jour avant mes 21, tu sais. Ouais, exactement. Donc tu fights. Et après, on profite la soirée avec un putain de champion, quoi. T'imagines à part ça, si on fightait tous, comment ça serait une dinguerie? Est-ce que tu fais là? Ouais. Mec, en fait, là, j'étais à un événement de MMA avec des frérots en Suisse, où je vois des potes à moi qui sont, eux, pros en MMA, donc qui sont vraiment très chauds, fighter. Et genre, j'ai quelques-uns qui ont vraiment démoli l'adversaire, c'était incroyable. Et t'en as un autre, un gars qui est vraiment, comment dire, plus élancé, vraiment, le gars, il est fin, mais genre, il est tellement chaud, il s'appelle Jan Caracus, et genre, quand tu spares avec lui, il est insupportable. Ses jambes, elles montent toutes seules, genre, il te garde à distance, il est intuable. Et pendant le fight, il a vraiment galéré avec l'adversaire en face de lui qui était très bon. Genre, milieu du deuxième round, il était en sang. Et tellement de gens auraient juste dit, c'est bon, j'abandonne. C'est genre 3 rounds de 5 minutes, c'est des vrais rounds, genre bien longs. Et genre, voir ça, je me suis dit, putain, mais en fait, qu'est-ce que je branle de ma vie? Je suis dans le confort, ok, d'accord, tu fais de l'argent, mais pourquoi tu fais de l'argent, en fait? Je suis une salope, moi, genre. Tu te dis, ok, d'accord, j'ai des gros muscles, super, j'ai un bon physique, j'ai une bonne vie, je suis à Dubaï. En fait, t'es embourgeoisé. Et tu vois, faire des fights, quand tu fights, t'as toujours cette pensée avant le combat en mode, putain, pourquoi je fais ça? Pourquoi est-ce que je risque ma vie pour. Parce qu'en fait, tu vis. C'est justement cette question-là que tu cherches. C'est pour ça que tu vas là-dedans. C'est parce que tu deviens vivant. Et qu'en fait, à chaque fois que tu vas fighter, que tu perdes ou que tu gagnes, il y a une renaissance. Et ça me manque. Ça fait 2 ans que j'ai pas fighté. Et je t'avoue que j'ai vraiment envie de revenir là en novembre. Fighter, mais comme un sauvage. Genre, tu vois, tu vas t'entraîner, tu fais 2 entraînements par jour, tu bosses ton business, tu prends tes calls, tu fais du cash. Au final, est-ce que c'est pas pour ça qu'on se bat, mec? Totalement. Tu vois, en fait, et ça que j'aime bien trop avec le Doban, c'est que c'est pas seulement un accompagnement business ou une connerie de geek. C'est vraiment en fait une famille.
Hier, on était avec Oscar. Mec, il est trop fort en photographie, lui. Hein. Il aide les photographes à se lancer en ligne. Et genre, rien que de parler avec lui et de parler avec toi, ça fait un peu un cerveau commun. Lui, il est très chaud en photographie. Du coup, il nous expliquait un truc sur Lightroom que j'avais jamais essayé avant. En fait, c'est ce côté où chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et en fait, le but, c'est vraiment que vous montiez tous à un niveau similaire au mien, qu'au final, on puisse avancer ensemble, quoi. Et qu'en fait, derrière, tu vois, on part à 10 en Thaïlande. La villa, pour un mois, ça va peut-être coûter 4K. Et 4, ça veut dire que tu payes genre 400 balles ta villa pour un mois. Au niveau de la bouffe, tu vas peut-être payer 200 euros. Donc rien que pour, grosso modo, 600 euros, t'es nourri, logé. Les billets d'avion, t'as 1005, donc 700 aller, 700 retour. Rentabilise sur place. Déjà, dès les premières semaines, c'est rentabilisé. Et le cerveau collectif, le fait qu'on se dépasse, on va s'entraîner ensemble, on prend nos scooters. Je pense que ça peut vraiment être une putain d'idée. Aïe, 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 aïe. Tous les mecs ont des résultats, on part en Thaïlande. Est-ce qu'on se ferait pas un petit tirage de main là et Ethan sur le vlog Thaïlande, bordel. Petit combat là. En vrai, fighter, tu sais que vraiment ça me plaît. Cette idée de me dire, je vais partir au combat avec mes frérots. Avec la famille, tu vois. Ça me parle. Du coup, objectif 2025, big fight pour Ethan. Ouais, Bien sûr, sans protection. Évidemment. On se blesse vraiment, ici on est des hommes. Et après ça, qu'est-ce qu'il y a comme autre objectif côté business? Là, en juin, t'es à combien pour l'instant? On est le 16. Attends, on est de combien? Le 16 juin. 16. Je vais être à 1K5. 1K5. C'est quoi l'objectif? 5K. Ok. Il reste peu de jours. Comment tu te sens par rapport à cet objectif? Tu le chopes ou pas? Ah bah je vais l'avoir. C'est vite arrivé. C'est ça que j'aime bien avec toi, c'est vraiment ce côté. Oh, mais c'est bon. Non, mais on va le faire. Ouais, c'est très tranquille, très calme. En fait, juste, tu y vas, quoi. Il n'y a pas mille chemins, quoi. Ouais, on va fighter. On va rester là. On fait les choses, quoi. On avance. Et tu fais quoi cet été, du coup? Tu pars en vacances? Tu restes à la Je maison? sais pas du tout. Mais je sais que j'aimerais bouger un peu quand même. Tu passes dans le sud? Ok. C'est quoi la principale leçon que tu as apprise avec moi, que tu aimerais partager avec ceux qui envisagent de se lancer? Il faut avancer. Et puis, alors la principale leçon, la déterre de faut avancer. Enfin, faut que ça bouge. Faut que. Volume. Ouais, c'est ça. Volume. Que ce soit partout et t'avances, quoi. Le volume, ça change tout, en fait. Un truc qui marche un peu, volume. Ça marche beaucoup. Et concrètement, toi, c'est quoi qui t'a aidé le plus dans l'autobahn? Est-ce que c'est le côté formation, le côté vraiment les 3 coachings de groupe par semaine? C'est quoi qui t'a vraiment aidé le plus? Moi, c'est l'accompagnement. C'est ce que je recherchais. Donc ouais, l'accompagnement. Ok. Avoir un contact. Ouais. Et même si t'es en coaching de groupe, ça t'a vraiment. Ouais. Puis tu vois tout le monde, tu vois l'avancée. Puis il y en a qui posent des questions que t'aurais eu 2 semaines après. Donc, au final, t'as déjà la réponse. Si tu prends des notes, normalement, ce que tu fais, et ben, t'as déjà tous les éléments pour avancer, en fait. Ouais. Ok. Ouais, magnifique. Ouais, c'est ça. Et tu vois, là, j'hésite à rajouter encore plus de coaching de groupe. Parce que là, tu vois, on est passé à 63 membres là maintenant. Ouais. Avec hier. Je pense qu'il y a un moment où on va passer à genre 5 coaching tribal par semaine. Vraiment, là maintenant, c'est mardi, jeudi, samedi, dimanche du coup. Il y a moyen qu'on fasse un truc du style lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Tu vois, vraiment en mode full semaine, tous les jours, le coaching tribal. Et en fait, t'as pas d'autre choix que de réussir. Alors, tous les jours, t'es drillé par un mec qui a tes résultats, qui a les résultats que tu veux, et qui avance. Du coup, là maintenant, t'as 20 ans. Quel conseil tu donnerais au Ethan de 18 ans? Investir plus tôt. Faut se faire accompagner plus tôt. Même si, tu vois, j'ai testé tout seul. Hein. C'est bien, mais tu perds du temps pour rien. Ok. Oh, le gargouillement de la banane. Là, je commence à avoir faim. Séance à jeun. On va se faire une viande. Ah là là. On va se péter le bide. Ouais, investir plus tôt. C'est marrant parce que t'as commencé à investir à quel moment? À 18 ans vraiment? Ou à 19 ans? J'avais quel âge? J'avais 18. 18. Ok. Et t'avais déjà la possibilité d'investir plus tôt? Bah parce qu'en fait, vu que je suis de fin d'année, BTS, j'ai commencé à 17 ans. Vu que j'étais en alternance à 17 ans, je t'ai payé moins parce que forcément t'es mineur, etc. Mais tu peux mettre de côté.
Donc je mettais de côté et puis oui, je pouvais investir. Ok. Et là, actuellement, tu habites encore chez tes parents? Ouais. Ok. Ta vision, c'est quoi? Est-ce que tu as envie de te prendre un appartement ou est-ce que tu as envie de rester chez tes parents et juste voyager, du coup, sans que tu aies des charges en plus? Voyager plus sans avoir plus de charges pour rien. C'est vraiment le cheat code de malade, ça. Si t'as des parents qui t'entendent bien, en vrai, c'est tu slash TP quelque part dans le monde et après tu fais slash TP spawn et tu retournes au checkpoint, au spawn point. Mm. Tu reviens au 0-0. Alors, je trouve ça genre génial et tu vois, tu reviens et quand t'es avec tes parents, ta famille, genre t'apprécies vraiment leur compagnie parce que t'as vécu un peu sans eux pendant genre un mois et t'es content de les revoir, ça bouge, t'as des histoires à leur raconter et ça les inspire aussi à avancer, quoi. Purée. Comment tu le vois d'ici 10 ans? Est-ce que d'ici 10 ans, t'auras 31 ans? Est-ce que tu penses que t'auras une famille à ce moment-là ou est-ce que tu penses que tu continueras en mode full J'ai pas pensé. On verra. Ouais, c'est ça, on verra. Déjà sur 5 ans, on voit ce que ça donne et puis 5 ans en 5 ans, je pense que c'est bien. Ok. Tu veux des enfants? Ouais. Combien? Je vais pas poser la question, mais ouais, plusieurs. Je me dis, mec, t'as combien de frères et sœurs, toi? J'en ai 2. J'ai un frère et une soeur. Des grands ou petits? Petit. T'es vraiment l'aîné de la famille, quoi. Ouais. Aïe, 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 le big boss. En vrai, je sais que genre, moi j'ai grandi avec 3 frères, tu vois. Genre, les enfants, j'aurais au minimum 4 enfants. Ouais. T'imagines genre, avoir 4 mini-toi que tu prends un peu partout dans le monde, Ouais. tu t'épais avec eux, genre. Et tu vois, ce que j'aime trop, c'est que non seulement, tu vois, avec l'autobahn, ma vision, c'est pas seulement d'aider un mec à l'instant T, faire plus d'argent, mais c'est vraiment de pouvoir créer l'entrepreneur qui, non seulement va pouvoir faire de l'argent aujourd'hui en ligne, mais va aussi avoir la bonne mentalité, sera le bon humain pour pouvoir se créer les prochaines opportunités des prochaines années. Parce que, ok, la création de contenu, on en parle depuis des années. Les réels Instagram, on en parle depuis des années. De plus en plus de gens se lancent. Il y a plus de compétition. Et au final, est-ce qu'il n'y a pas d'autres nouveaux business qui vont arriver? On ne sait pas. On ne sait pas combien de temps ça va durer. On sait qu'il y a toujours un besoin qui est créé, que voilà, ça va durer au minimum 5 ans. Et après 5 ans, on ne sait pas ce qui va arriver. Mon but, c'est vraiment de pouvoir créer l'entrepreneur, le mec qui a le bon mindset, le tueur, qui fait des combats Thaïlande, qui a une confiance de malade et qui, en fait, va permettre à ses enfants de vivre sans les traumas que lui a vécu. Genre, c'est l'homme qui va couper la boucle générationnelle de mon grand-père a frappé mon père, qui a frappé moi. Et est-ce que je vais aussi frapper mes enfants parce qu'il y a eu ça qui s'est passé? Ou est-ce que je vais briser les cycles et puis juste être un putain de mon père qui vont admirer? C'est un truc qui me drive. Des fois, je pars un peu dans tous les sens, mais je sais que c'est la vision long terme. C'est quoi ta vision long terme? Pourquoi est-ce que qu'est-ce qui te marque dans le fait d'aider les gars skinny à reprendre leur vie en main côté physique? Je pense que c'est le début de tout, justement. Déjà physiquement, si tu as la discipline physiquement, tu pourras l'appliquer dans tous les domaines de ta vie. En vrai, c'est le point qui fait tout. Donc ouais, c'est juste ça. Ouais. Avoir la discipline de tout. C'est ça qui m'a impressionné avec toi dans la séance qu'on a fait juste maintenant. Donc, pour donner un peu de contexte, là, on a fait une séance de la méthode x3 de Robin. C'est une séance avancée, upper, où en fait, t'as que du volume. Et à chaque fois, Ethan, mec, tu vas à l'échec, tu te mets vraiment une cartouche. En fait, je comprends pourquoi t'as rester dans le business. Parce que juste, ben, dans le physique, tu te laisses pas le choix. Donc c'est normal en business, quand tu vas prospecter, tu te laisses pas le choix. Quand tu prends un appel de vente, tu te laisses pas le choix. Quand tu fais du contenu, tu te laisses pas le choix non plus. Quand tu fais une vidéo YouTube, t'es convaincant. Juste parce qu'en fait, t'es aligné avec toi dans ta vie. Si tu disais aux gens de faire quelque chose mais que tu ne le faisais pas, forcément, ça n'aurait pas de sens. Ah ouais. Et du coup, je me demandais, quel conseil tu donnerais? Admettons que tu as Ethan, 18 ans, 62 kilos, qui se lance. Qu'est-ce que tu ferais à sa place, avec tes connaissances, tes compétences? Genre, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu commencerais à créer du contenu ou est-ce que tu te focuserais uniquement sur la musculation? Est-ce que tu documenterais en même temps? Tu ferais quoi exactement? Déjà musculation directement. Et puis se documenter en même temps. Ça, tu as les connaissances pour. Bah, déjà pour toi, juste tu commences la musculation, tu te documentes dessus. Ensuite, bah, du coup, refaire le parcours que j'ai fait au final. Tu documentes dessus, tu as la discipline pour, et puis après, bah, avec les connaissances, bah, tu commences la création, et puis ainsi de suite. Ouais. C'est un peu un problème que j'ai le plus dans l'autobahn, c'est se dire, ok Thibaut, je suis motivé, je veux être libre, je fais quoi? T'as beaucoup de mecs qui font rien de leur vie. Ils sont pas extrêmement bons avec les femmes, ils sont pas extrêmement stylés physiquement.
ils font pas de l'argent massivement et du coup, c'est trop niche, c'est compliqué. Du coup, la question que je me pose, que je pose à ces gens-là, c'est ok, t'es bon nulle part. Dans quoi est-ce que tu veux devenir excellent? Genre, c'est quoi le truc numéro un dans lequel tu veux exceller? Pour moi, j'ai pris la voie de la séduction. En fait, je voulais devenir bon avec les femmes parce que je sais que être bon avec les femmes, ça me motiverait à être bon partout, bref. Et c'est un peu un vecteur de dev perso, tu vois. T'abordes, tu te fais recaler, ok. Qu'est-ce que j'ai fait pas bien, bref. Et t'en as qui sont peut-être gênés avec le côté séduction, donc qui préfèrent aller dans le sport. En fait, c'est juste te demander dans quoi est-ce que je veux être excellent et juste documenter ton avancée pour y aller. Et quand tu y es, tu montres comment tu as fait et tu commences à accompagner les gens pour 100 euros, 200 euros, 500 euros. Et après, tu peux pricer à 1K, 2K, 3K. Je connais des mecs qui price à 6K en séduction, mec. Tu te rends compte? C'est beau. Et tu sais, des fois, on bégaye, que tu achètes 1K, 2K, 4K, 5K. T'es en mode, oula, peut-être qu'il pourra pas. Mec, ce que j'aime le plus me dire, quand je suis en call de vente, c'est me dire, tout le monde a minimum 20K de côté. Et en fait, c'est logique qu'ils vont investir avec moi parce que genre, je fais tout pour que ça fonctionne. Et j'ai jamais croisé un seul mec, ça c'est Tate qui l'a dit, j'ai jamais croisé un seul homme qui a tout fait, qui s'est donné à 2000% pour obtenir quelque chose et qui ne l'a pas obtenu. À chaque fois que j'ai vu un mec qui voulait vraiment quelque chose, il l'a eu. C'est son conviction en fait. T'as voulu être libre, et là maintenant t'es libre, mec. Bordel. C'est beau. La vie est belle, mec, la vie est belle. Donc tu confirmes que du coup Thibaut c'est un vendeur de rêve? Ouais. Bah non, évidemment. Les rêves qui se réalisent, mec. Ok. Totalement. Et tu recommanderais quoi au Ethan de 18 ans qui regarde cette vidéo? Mais comme je te disais, investir plus tôt. C'est tout. En fait, tu vas perdre du temps à essayer des choses que tu sais pas faire, alors que tu pourrais avoir toutes les connaissances en si peu de temps pour avancer. Puis se foutre à la salle rapidement. Ouais. Ah bah, en fait, quand t'as un gros physique, tout change, quoi. Est-ce que tu penses que tu aurais autant de confiance en toi pour créer du contenu si t'avais pas eu ces progrès en fitness? Ou tu en serais foutu? Non, mais même encore aujourd'hui, tu vois, même avec le physique que j'ai, parce que j'ai pas le meilleur physique du monde non plus, tu vois. Il y a toujours mieux. Tu compares toujours à plus. Donc forcément, tu veux plus. Donc tu as cette croyance qui bloque. Mais je sais plus c'était quoi la question. Concrètement, est-ce que tu penses que le physique que tu as pu accumuler au moment où tu t'es vraiment lancé t'a aidé? Et est-ce que tu penses que si tu t'étais lancé plus tôt, tu aurais eu moins confiance en toi? Du coup, tu n'aurais peut-être pas osé te montrer parce que tu n'étais pas fait à ton corps. Totalement. Okay. Donc vraiment avoir cette base physique, ça te... Et à partir de quel moment tu t'es considéré qualifié pour pouvoir vendre des services dans le coaching sportif? Parce que tu as beaucoup de mecs qui se disent non mais quand t'es pas coach certifié, tu peux pas faire ça. Légalement, c'est pas bien. Comment est-ce que tu vois la chose? Alors légalement, tu as le droit de faire, de partager ce qui a marché pour toi. Je partage ce que j'ai fait, ce qui a marché pour moi. Voilà. Simple. Efficace. Voilà. A plus B. C'est ça? C'est la réalité en fait. Et c'est comme ça que l'humain fonctionne. Tu veux être millionnaire, tu vas pas à HEC. Tu vas avoir un millionnaire, tu prends un mentor. C'est ça. C'est toujours ce truc. Je croisais, pour donner un ordre d'idée, en gros, avant-hier, je prenais le train. En gros, j'avais une correspondance entre le TGV que je prenais jusqu'à Genève et mon train de base qui a été annulé. Il a été annulé parce qu'il y a un mec qui s'est suicidé sur les voies, bref, chiant. Et là, il y a une dame qui était dans le même quai que moi qui voit le train qui est annulé. Du coup, on devait prendre un autre quai. Du coup, je l'aide à porter sa valise, on discute un peu. Et du coup, elle te pose cette question. Et du coup, vous faites quoi comme étude? Parce que généralement, quand t'es un entrepreneur, genre, on voit, tu vois à l'œil les gens qui sont smart. Est-ce qu'il est teubé ou est-ce que les mecs qui ont l'œil genre comme ça tout le temps là, tu vois à l'œil les gens qui sont smart où il y a quelque chose. Et du coup, les gens, tu le vois chez les gens et eux, les gens le voient en toi. Ils te demandent, t'as fait quoi comme étude? Parce que généralement, c'est par là que les gens passent. Souvent, tu sais, pendant longtemps, j'avais cette vision de me dire, en vrai, j'ai pas fait d'études, j'ai eu mon bac. Et j'ai pas vraiment fait d'études, tu vois. J'ai fait 6 mois à HEC, mais c'était pas, ça fait à rien, littéralement. Concrètement, j'ai envie de, j'y ai pensé parce qu'elle m'a dit, du coup, vous avez fait quoi comme études? Et je me suis senti con. En mode, putain, je fais pas d'études. Genre comme si, tu sais, j'étais là-haut pour elle, et d'un coup, je dis, j'ai pas fait d'études en mode ça. Comme si tu cherches une certaine approbation. En fait, je me suis dit, les mecs qui sont en études, ils investissent peut-être 30K, 50K pour des écoles. Moi, en fait, j'ai pas fait d'études.
mais j'ai investi dans un mentor. Et c'est vraiment ce truc-là, en fait, c'est quel est l'équivalent des études? Parce qu'en fait, au final, les études, tu pourrais apprendre tout avec les études, mais pourquoi tu fais les études? Parce que tu as une autorité, parce que tu as un papier en plus, parce que tu as tout ça. Alors oui, quand tu vas investir en autobahn, t'as pas de papier, mais tu as l'identité. Et c'est ça le plus important. C'est que papier ou pas, tu t'en bats les couilles. C'est à quel point est-ce que tu es sûr de toi, à quel point tu as la conviction. Au final, tu te fais programmer par ton environnement. Donc, ça, tu le contrôles, ça, tu le subis. Quoi. Totalement. Et comment est-ce que tu envisages de continuer à progresser et développer ton business? C'est quoi les prochains moves que tu fais? Plus de volume. Ok. C'est tout ce qui manque. Là, pour avoir un ordre d'idée, combien de réels tu fais par jour? Qu'est-ce qui va changer concrètement? Là, maintenant, t'es à... C'est la prospection, en fait. C'est juste prospecter plus. T'es à combien par jour, là? Je suis passé à 40. Faut se mettre un coup de pied au cul, là, monsieur Coutel. 40 par jour, c'est déjà bien. Mais oui, il faut augmenter. Justement, c'est volume. C'est juste ce qu'il faut en prospection. En vrai, c'est vraiment le truc que je parlais avec Charlie et je lui dis vraiment, ok, là, je fais 30 prospects par jour. Je prospecte 30 mecs par jour avec la prospection gaussienne. T'envoies tes chevaux de 3. J'en fais 30 par jour, on book 2 calls par jour, c'est cool, on a refait du cash. Il m'a dit quoi? Il m'a dit fais-en 200. J'étais en mode ah ouais, l'enfoiré. Pour donner un ordre d'idée, Charlie Morgan, c'est genre mon mentor, il est aussi en infoproduit, mais sur le marché US, il fait genre 1 million par mois. Là, 800K. Voilà, excuse-moi, c'est 200K de différence. Ah, mais avec genre 60% de marge, donc c'est colossal. Et du coup, j'ai payé ce mec 36K au début d'année pour qu'il m'accompagne sur un an entier. Et il y a des différents événements, moi je te documenterai ça. Je t'ai déjà documenté ça d'ailleurs. Et vraiment, en fait, à chaque fois, c'est juste à quel point tu fais du volume. Tu as un système qui marche. Pourquoi vouloir avoir un nouveau système pour scaler? Tu penses quoi des mecs qui veulent te faire scaler? Il y en a plein en DM. Puis après, tu regardes leur compte, puis quand t'as pas l'autorité, quand t'as 200 abonnés ou quoi, et que tu veux scale, Scale par terre. c'est bien, mais faudrait faire autre chose avant. T'es qui? C'est ça. Le mec skinny qui te prospecte en mode ouais, je vais te faire prendre 15 kilos. Va manger tes calories et reviens quand tu les as mangées, quoi. Ok. Et du coup, c'est quoi comment dire? Pas la partie qui a le plus impacté, mais est-ce qu'il y a un module en particulier en autobahn où tu t'es dit ah ouais, franchement celui-là, si j'avais pas ça, je serais pas du tout au même endroit? C'est lequel choisir. Ouais. C'est pour construire, il faut tous les piliers. Ça dépend en fait de ton pain point. C'est qu'est-ce qui te bloque actuellement. Parce que l'acquisition, ça m'a débloqué. Quand tu m'as dit ferme-la et je sais pas si j'avais le tableau, tu vois, c'était nickel. Après, la conversion, en vrai, c'est conversion. Parce que du coup, c'est ce qui te rapporte le plus après, au final. Donc, en fait, des moments où tu as des calls, comment tu les convertis, quoi. C'est ça. Je pense que le meilleur moment dans l'autobahn, c'est quand le mec il passe les 1000 abonnés et qu'il lance sa prospection gaussienne. C'est ça. Et qu'en fait, il commence à avoir des calls qui tombent et t'es en mode waouh, ça devient concret là, je parle à des gens. Je suis en train de vendre vraiment quelque chose, quoi. Le plus difficile dans le business, c'est vraiment de créer du contenu et de ne pas avoir de feedback par rapport à ce que tu fais. Pas avoir de gens qui te disent que c'est bien. Pas avoir de clients qui viennent vers toi et de pas savoir comment structurer une offre, quoi. Donc, des moments où tu avais ton positionnement qui était clair, ton offre qui était en place, tu as créé du contenu, tu as prospecté pour avoir les gens en call, et en appel, tu as ta trame de vente que tu as récupéré dans le programme, et puis derrière, tu traites tes objections, C'est ça. tu encaisses le paiement, et tu délivres, quoi. Exactement. Excellent. Bordel. Est-ce que tu as quelque chose en plus à rajouter, quelque chose que tu voulais dire, un message que tu veux faire passer à un gars qui veut se lancer ou qui est déjà lancé mais qui doute, qui est pas sûr, qui galère et tu vois, qui est un peu perdu dans la mélasse, qui sait pas quelle information prioriser. Genre, c'est quoi le message pour quel message M. Coutel aimerait-il passer maintenant? Juste de tester. C'est simple. Tu testes sur une assez longue période, soit 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu vois ce que ça donne. Est-ce que tu es bon sur certaines choses? Est-ce que tu es mauvais sur d'autres? Tu juges en fait. Juste tu testes, tu fais ton propre feedback. Et puis si tu es mauvais sur un truc, juste investis et puis tu avances. C'est juste tester et investir et pas se bloquer à investir. Ok. C'est tout. Ouais. C'est le seul truc qu'il faut.
Pas plus. Mentalité, en fait, c'est que de l'argent, quoi. C'est ça, c'est des chiffres, comme je disais. Au final. C'est que de l'argent. Putain, excellent. Mec, Ethan, il nous reste encore 30 minutes. Soit on coupe maintenant, et on a fait un super podcast d'1h30. Soit on continue, en apportant un peu plus de valeur, des trucs un peu plus... moins sérieux, tu vois, moins... Ouais. Il y a un truc dont je veux parler, qui m'a vraiment changé la vie, c'est ce côté, tu sais, t'es pas un corps avec un esprit, mais t'es d'abord un esprit enfermé dans un corps. Ouais. Généralement, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de mecs qui veulent se lancer, qui idéalisent l'argent. En mode, qu'est-ce que je vais faire si j'ai pas d'argent? Moi, je peux pas manger, j'ai pas de... Alors qu'il habite chez ses parents. Genre, le pire, je pense que c'est les mecs qui disent j'ai pas de matelas de sécurité. Est-ce que t'as un matelas de sécurité, Ethan? Maintenant, oui. En fait, j'en ai toujours eu un. Mhm. Dû au fait que j'avais mis de côté avant. Mais en fait, tu vois ton matelas, tu vois ce que tu peux faire, tu vois si tu as réellement besoin. Parce que c'est sûr, si tu te mets dans le rouge et que tu peux plus payer ton loyer, tu peux plus payer ta bouffe, ni rien, c'est compliqué. Il y en a qui le font, mais Ils non. sont fous, ceux-là. Hein. Ouais, ils sont fous, ceux-là. Mais ouais, toujours avoir un petit matelas et puis investir, en fait. De toute façon, tu le récupéreras. Surtout si t'es salarié aujourd'hui, t'as pas de... Ton salaire, tu l'auras à la fin du mois prochain, au début du mois prochain. Tu vas l'avoir, l'argent il va rentrer au final. Ouais. Tu fais tes jours. T'as quoi à risquer si ce que tu risques, c'est une vie que tu veux pas de base? T'as tout dit? Putain. Bon. Il est fort. Écoute, Ethan Coutel, je te remercie vraiment d'être passé là. Je suis chaud qu'on aille manger. J'ai trop la dalle. Mon ventre réclame. Ouais. Si tu veux rentrer en autobahn, savoir un peu plus en quoi ça consiste, c'est le premier lien en description. Tu peux cliquer, tu peux ne pas cliquer. En tout cas, juste sache que c'est possible d'avoir un business et de vivre de ça, d'être libre. Et t'en as la preuve. 1 an de vrai charbon dans le programme et t'as littéralement ta liberté. Voilà, que ce soit l'autobahn ou autre chose, juste genre agir, avancer, tester, genre ne pas être une salope en fait. Ne pas être gay. C'est ça. Et juste quelqu'un et se dire. No gay. Ouais, exactement, juste tester. Plus tu testes, plus tu as de chances de. La seule chose qui est sûre, c'est que si tu n'essayes pas, rien va fonctionner. C'est ça. Et pas abandonner au bout de la première objection Ouais. ou au bout du premier impact que tu auras ou de la première remarque. Ouais. Et oser passer pour un putain de con. Quoi. Passe pour un abruti. Totalement. Les mecs qui se foutaient de ma gueule, qui se foutent encore de ma gueule. Hein. Il y a encore des mecs qui me prennent pour un mec bizarre. Mais en fait, je sais que c'est des gens qui font rien. Ou c'est des gens qui vont jamais vivre ce que j'ai vécu. C'est pas le genre de mecs qui vont combattre en Thaïlande, c'est pas le genre de mecs que j'admire. Au final, si je veux pas leur vie, pourquoi est-ce que je les écouterais? Le filtre, est-ce que je veux sa vie? Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est vraiment puissant, en vrai. Tu me dis ça, est-ce que tu as ce que je veux? Oui, non, non. Ok. Ouais. Salut, tu vois. À partir de maintenant, n'écoute uniquement ceux qui ont la vie que tu veux. Tes parents, ils veulent ta sécurité et c'est génial. Ils sont pleins d'amour. Mais est-ce qu'ils ont la vie que tu veux, tes parents? À toi de répondre à la question. Exactement. Je sais que moi, ils ont une vie qui est cool, mes parents. Mais je sais qu'ils n'ont pas un business en ligne. Parce que c'était pas leur époque non plus. Donc forcément, ils connaissent pas, donc ils peuvent pas me conseiller correctement. C'est comme mon père est dentiste. Genre, est-ce que vraiment, il va m'appeler pour me demander des conseils pour comment soigner une dent? Non, il va soigner sa dent. Comme pareil avec moi, est-ce que j'investis dans un programme? Il va pas pouvoir m'aider si oui ou non, tu vois. Bref. Magnifique. Excellent. Écoutez, messieurs, excellente journée. Éclatez tout de votre côté et puis prends un call pour Jean-Toubane. C'est un call découverte, sans pression. Tu mets ta carte bleue dans ton congélateur. Et non, c'est un mensonge, c'est un appel de vente, mec. Si tu viens à Autobahn, c'est pour vraiment rentrer. Non, voilà. Pas pédé. Bon. Ouais, exactement. Monsieur Ethan, vraiment, Monsieur Thibaut, un plaisir. avec ses micros qui grincent. Exactement. Podspace, merci beaucoup. La vie est belle. Gros bisous.